Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. C'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Je suis avec cette fois-ci un entrepreneur homme. J'ai beaucoup de femmes qui viennent dans ce podcast, mais cette fois-ci, c'est un homme qui vient nous raconter son parcours et son aventure d'entrepreneur qui est dans l'univers de la décoration. On va voir ça tout de suite avec Mathieu Agel. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je suis enchanté et ravi de t'accueillir ici, Mathieu. Nous, on s'est rencontrés en fait sur les réseaux. Hein, voilà, tu as je dirais une action relativement dynamique. Hein. On va parler de l'histoire de la marque personnelle et donc tu te mets pas mal en avant et puis tu produis beaucoup de contenu pour quelque chose qui te tient à cœur, qui est cet univers de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Ouais, et donc il paraît que les posts LinkedIn interpellent. Bah, tu sais ce qu'on dit, hein, c'est comme ça qu'il faut les faire. Si tu es pas clivant, a priori, tu vois, t'es si t'es un peu moumou, tu déclenches pas trop de reach et puis de conversation. Hein, donc bon, de toute façon, je crois qu'il faut pas trop te pousser dans ce sens-là parce que tu m'as l'air d'être effectivement de pas avoir ta langue dans ta poche, ce qui est très bien, et d'assumer écoute. Tu vois, écoute, pour l'instant, tu fais ton intro, tu vois, je suis calme, je perds pas les auditeurs. Tu m'as dit, il faut qu'on les garde un petit peu. Voilà. Je reste calme encore 2-3 minutes. On va essayer de les garder encore un peu. Tu as donc, je vais te demander de te présenter juste après avec tes propres mots. Ouais. Moi, ce que je sais de toi, c'est que tu as en fait, je dirais un parcours académique classique. Je vois un master en management, et puis ensuite tu as enchaîné diverses expériences professionnelles jusqu'à en fait la dernière en date qui est qu'en 2008, tu montais et tu as monté MH Déco. Alors MH, c'est pour Mathieu Agel, j'imagine. Exactement, le grand, le seul, l'unique, le fabuleux. Voilà, donc Mathieu Agel, et ça c'était déjà il y a 15 ans. Ouais. Donc écoute, waouh, un parcours assez complet. Un petit peu, tu vas nous raconter ça, un petit peu d'indépendant au préalable et peut-être un passage par le statut de salarié. Tu vas nous dire. Ouais. Donc Alors Mathieu, non, allez. Pas vraiment de statut de salarié, puisqu'en fait j'ai monté MH Déco, j'étais encore en école de commerce, je l'ai monté en parallèle, donc comme tu dis, voilà, je l'ai fait un master en management et il fallait que je m'épanouisse un peu, j'avais envie de monter une boîte, donc j'ai monté une boîte dans la déco, je t'expliquerai un petit peu après pourquoi, mais c'est vrai que j'ai toujours été indépendant, les seuls statuts de salarié que j'ai eu finalement, c'est quand j'étais à l'école où je travaillais le soir et le week-end avec des petits jobs étudiants, mais sinon j'ai jamais été salarié à proprement dit. J'ai monté MH Déco en 2008. Ensuite, j'ai monté 2-3 autres sociétés. Puis, je me suis rendu compte que vouloir monter plein de boîtes pour aller chercher de l'argent, c'était bien, mais il fallait déjà faire son beurre avec une avant d'en faire d'autres. Donc, j'ai petit à petit tout revendu pour me concentrer sur MH Déco, qui était finalement la seule en laquelle je croyais vraiment en termes de potentiel. Bizarrement, quand je me suis concentré dessus, quelques années d'après, ça a marché. Ça a marché. Et ce qui m'a permis, aujourd'hui, de monter une ou deux autres sociétés à côté, d'avoir d'autres activités, mais je dirais 250% de mon temps, ça reste MH Déco, et puis les 50% qui restent pour aller jusqu'à 300, c'est d'autres activités diverses.
C'est déjà, Mathieu, dès le départ, allez, c'est parti, tu donnes des petits hacks et des petits conseils d'entrepreneurs qui sont tout à fait judicieux sur, tu vois, ce que tu évoques, le fait de s'éparpiller, de pas être focus, voilà. C'est pas toujours Non, mais évident, on a tous. évidemment. Hmm. Non, et puis tu sais, on voit tous des entrepreneurs qui ont plein de boîtes et ça fait rêver. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire aussi, mais trop tôt. Et en fait, quand tu montes une boîte, forcément, beaucoup d'entrepreneurs le savent, tu gagnes pas ta vie du jour au lendemain, sinon ça serait trop facile. Et si tu veux, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais 4 sociétés et que je gagnais le SMIC. Et je me suis dit, Mathieu, franchement, t'as une école de commerce pour gagner le SMIC, ça sert peut-être pas à grand chose de se faire chier, tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment, tu te poses la question, finalement, est-ce que je suis bon, est-ce que machin? Sauf qu'à un moment donné, quand t'as 4 boîtes en développement qui sont au tout démarrage, que tu pars de rien, parce que je pars avec rien, je pars avec mon couteau et l'autre accessoire. Mais, L'autre accessoire. c'est ça. Mais non, je pars de rien. Donc si tu veux, tu montes une boîte, tu gagnes pas trop ta vie, tu cherches à en monter une deuxième, une troisième, puis à la fin, tu te sors un SMIC pour 4 boîtes, tu sais pas, c'est pas possible. Donc voilà, je décide effectivement de faire le tri, de me concentrer, de me dire voilà, maintenant, si tu veux espérer quelque chose, il faut se concentrer à fond. Et quand cela marchera, on verra plus tard. La vie est longue finalement. Et alors, ce qui est drôle, mais ou pas, ça dépend, c'est que tu es donc en formation en management, c'est un master en management. Ouais. On est assez éloigné de l'entrepreneuriat. On est plutôt dans des trucs de conseils, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va te faire mettre le pied à l'étrier? Est-ce que toi, dans ta famille, t'as des gens qui sont entrepreneurs? Voilà, qu'est-ce qui Non, l'histoire, elle est bon, beaucoup de gens qui me suivent la connaissent un peu, mais l'histoire, c'est que je suis en école de commerce, en alternance pendant 3 ans. Les 6 D'accord. derniers mois, il faut faire un stage à temps plein en entreprise. Et moi, l'entreprise dans laquelle j'étais m'intéressait, mais j'avais fait le tour finalement. Et donc, je demande à mon directeur d'école une dérogation pour, pendant ces 6 mois, en fait, monter ma boîte et faire mon rapport de stage sur cette boîte. Et il me dit, ok D'accord. Mathieu, c'est gentil, mais ton stage commence dans 48 heures, donc est-ce que tu as une idée? Et ce à quoi je lui ai répondu, laissez-moi 24 heures. C'est une histoire qui est vraie. Hein. Et je rentre chez moi, à l'époque j'avais 23 ans, ouais. Je rentre chez moi avec ma femme, qui est toujours la mienne aujourd'hui, et je tombe sur une émission de Valérie Damido. Alors évidemment, ça prête à sourire, hein, parce que putain. Et là, je me suis dit, oh merde. Alors, quand je dis oh merde, je dénigre pas du tout ni ces émissions, ni Valérie Damido, rien du tout, mais je me suis dit, en fait, on est sur un métier qui est en train d'émerger de ouf. On est sur un métier qui est surmédiatisé encore aujourd'hui, tu le vois encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et quand tu cherches sur Internet des agences d'archi, Quand tu grattes un peu, il y en a pas. Non, mais t'as des mecs très connus, genre Garcia, Stark, etc. Et puis après, c'était l'époque, tu sais, en 2008, c'est l'époque où on a inventé les coachs. Il y a des coachs partout, tu vois. Et les coachs déco en faisaient partie. Et je me suis dit, en fait, Mathieu, le métier, il est pas compliqué. En fait, il suffit juste d'arriver en tant qu'entrepreneur parce que tous les autres, c'est des rigolos qui s'inventent coach déco parce qu'ils ont fait une formation de 2 mois. Donc, j'y suis allé, mais, pour ne pas tricher parce que je reste un entrepreneur sérieux, j'ai embauché une archi dès le départ. Je n'ai jamais, moi, joué le rôle de l'archi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur ça, des gens qui, oui, mais lui, il n'est pas archi. Non, mais je l'ai jamais revendiqué et j'ai jamais été chez un client, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc l'histoire, et voilà, je suis tombé dans la déco comme ça. Et puis stratégie payante, puisque visiblement, je suis encore là 15 ans après, donc c'est quelque chose, Mathieu, c'est quelque chose pour lequel tu avais des affinités, c'est-à-dire toi-même, tu aimais bien ça, la déco, je sais pas, chez toi, tes parents, ta chambre, pas du tout. Pas plus que pas ça. Du tout, non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Et puis j'avais 23 ans, j'avais une chambre d'étudiant chez mes parents. Enfin, genre la déco, c'était, franchement, j'ai vu le côté business. Et puis après, tu te mets dedans. Tu te rends compte que vraiment, je le dis encore aujourd'hui, hein, n'en déplaise à ceux qui m'écoutent, mais c'est un foutoir absolu. Ce métier, c'est un vrai bazar. Les gens se reconvertissent et pensent qu'on est entrepreneur en claquant des doigts parce qu'on a fait une belle formation financée par Pôle emploi. Enfin, c'est du n'importe quoi. Alors heureusement, il y a des boîtes qui tirent leur épingle du jeu, il y a des indépendants aussi, parce que c'est un métier qui est composé de beaucoup d'indépendants qui tirent leur épingle, et tant mieux, ça fait du bien, mais il y en a pas tant que ça. Donc si tu veux, c'était un vrai challenge de structurer tout ça, et je me suis donné un défi, c'est de dire effectivement, avec cette boîte, il fallait que j'arrive à me conquérir moi-même. Est-ce que moi un jour je serais capable de faire appel à MH Déco alors que finalement j'ai aucune affinité pour la déco. Et tu vois, il y a 2 ans de ça, j'achète une maison et c'est une de mes archis qui a rénové fait le Paris. Oui, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais on est un peu sur des sujets, tu sais, où un peu comme dans les métiers du conseil, les consultants, etc. En fait, tout le monde se dit qu'il peut faire ça, quoi. Non, je sais pas si c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la déco, l'architecture d'intérieur et tout ça. Non, mais c'est bon, j'ai du goût, je sais faire de la déco, quoi. Ouais, sauf que ce qu'on oublie, c'est que aujourd'hui, un client qui veut choisir une couleur et choisir un canapé, aujourd'hui, il n'a pas besoin d'un décorateur.
Ça veut dire que à chaque fois que tu interviens, il y a forcément une part de technicité. Ne serait-ce que tu ouvres une cuisine sur un salon, bah tu changes les plans électriques de la maison. Enfin, c'est tout bête, mais tu as toujours une partie technique, et la technique, effectivement, ça s'apprend. Alors, ça s'apprend à l'école, tu as des diplômes pour ça, tu as des gens qui sortent de bac+5 en architecture. Mais après, je vais pas moi cracher sur tous ces gens qui se reconvertissent, parce que c'est aussi plus de 50% de mon réseau aujourd'hui d'archi, ce sont des gens en reconversion. Parce qu'effectivement, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain, sauf que beaucoup, malheureusement, au-delà de la passion et de l'apprentissage technique sur le terrain, oublient que quand tu es indépendant, que tu sois décorateur, électricien ou coiffeur, ton premier métier, c'est chef d'entreprise. Et donc les gens, ils sont là, je suis décorateur, c'est génial, j'ai un joli diplôme. Et après, ils viennent chouiner parce qu'ils n'ont pas de clients. Mais ouais, parce que l'entrepreneuriat, c'est un métier. Ce que j'allais dire, c'est qu'après, le problème, c'est les clients. Alors, les clients, c'est le nerf de la guerre. Et après, t'as les gens, ils te disent, tu sais, ouais, de toute façon, la déco, ça marche pas. Non, c'est pas parce que ça marche pas, c'est parce que t'es nul. Enfin, excuse-moi, je suis très vulgaire, mais parce que ça m'énerve de voir des gens. Faut aller chercher les clients, quoi. Voilà, se dire la déco, ça marche pas. Je suis comme d'autres, hein, attention, mais je suis la preuve vivante qu'il y a un business phénoménal dans la déco. Comme plein d'autres, attention, je suis pas le seul. Donc, on peut pas me dire à moi, ça fonctionne pas. Et puis après, tu sais, t'as le côté entrepreneurial et très bon français qui te dit que, ouais, mais là, en ce moment, c'est la crise économique, c'est la crise en Ukraine, c'est les gilets jaunes. Oui, il y a toujours une bonne excuse. Il y a toujours quelque chose, hein, en fait, c'est ça. Sauf que la vérité, c'est que moi, je monte ma boîte en mars 2008. Je sais pas si tu te souviens, 2008, c'était la pire crise économique qu'a traversé le pays. Sacré retournement financier. Voilà, aujourd'hui, je me suis structuré, développé. Aujourd'hui, je suis devenu un réseau de franchise. Et aujourd'hui, on traverse une crise phénoménale. Il y a eu le Covid, il y a la crise en Ukraine, et pourtant, j'ai une croissance à 2 chiffres chaque année. Donc attention, c'est pas pour me tirer des gloires et dire que je suis magicien. Tu vas nous raconter ça, ça nous intéresse. Ça. Voilà, je suis pas meilleur qu'un autre, mais à un moment donné, faut arrêter de se plaindre. T'as 2 entrepreneurs. T'as celui qui se dit, oh, c'est la crise, mince, alors on attend que ça passe. Et puis, t'as ceux qui bougent un peu les fesses et puis qui essayent. Et ça veut pas dire que tu y arriveras. Moi, j'ai la chance pour l'instant de réussir. Et encore, quand je dis réussir, ouais, tu sais ce que c'est, hein, tout est relatif, hein. Réussir par rapport à qui, par rapport à quoi, ça c'est. Oui, d'ailleurs la forme de la réussite est propre à chacun. Hein. Il peut y avoir clairement, évidemment sur un côté professionnel, et quand on a une entreprise, eh bien évidemment il y a la notion des chiffres. Bah oui, bien sûr, des revenus, du chiffre d'affaires, etc. Mais la réussite globale, plus générale, de toute façon, tu peux avoir réussi de plein de manières différentes. Et puis j'ajouterais que c'est pas parce que tu réussis que tout est beau, tout est rose et que c'est acté. Enfin moi voilà, aujourd'hui j'ai un réseau de franchise, j'ai le sentiment global d'avoir réussi, et pour autant j'ai des franchisés qu'il faut encore aider, qu'il faut accompagner. Enfin c'est pas facile pour tout le monde tous les jours, y compris pour moi, mais de manière globale on n'est pas trop mal. Ouais, c'est ça. T'as stabilisé un peu. Alors là, ça c'était au moment de ta dernière année, enfin ton stage et puis ton mémoire de fin d'études. Donc ça, tu te lances comme ça grâce à la télé, grâce à des émissions de déco. Entre guillemets, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Grâce à des émissions de déco. Est-ce que qu'est-ce qui se passe côté personnel dans ta famille, ton entourage te dit oh là là Mathieu, mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais après, si tu veux, moi, j'ai des parents qui m'ont soutenu, mais qui m'ont soutenu, alors je vais pas dire à contre-cœur, c'est pas vrai s'ils m'écoutent, mais pas du tout à contre-cœur, mais qui n'ont pas toujours compris ce choix. Dans le sens où, si tu veux, mon père est conducteur de TGV, ma mère a toujours travaillé dans les administrations, dans les mairies, etc. D'accord. Donc, si tu veux, pas une fibre entrepreneuriale. Pas forcément la fibre entrepreneuriale. Et puis de voir ton gamin monter une boîte, partir au bureau à 8h, revenir à 22h et pas gagner sa vie, en tant que parent, tu t'inquiètes. Donc, si tu veux, ils m'ont toujours soutenu, évidemment, mais j'ai bien senti qu'à un moment donné, ça tremblait un peu pour moi. Ouais. Et alors, justement, on est dans Je ne perds jamais, donc il faut qu'on apprenne plein de choses. Toi, quand tu fais ça, tu prends le pari, enfin, tu vas jusqu'au bout, tu fais donc ton stage dans ta propre boîte, ton école a accepté la chose. Comment ça va se passer les premiers mois, la première année, etc. C'est-à-dire, toi, tu décides de monter ça, mais t'y connais quoi en fait en montage de boîte, en compta, comment tu vas structurer tout ça, quoi? Non, j'y connais rien, et en fait ça a été le début de la descente aux enfers, parce qu'aujourd'hui je suis beau sur le papier, mais si tu savais par quoi je suis passé, mon pauvre. Non, mais c'est vrai qu'en fait, si tu veux, je monte ma boîte, j'y connais rien. Ça veut dire que j'ai la chance que ça fonctionne pas trop mal, parce que comme je te dis, en face, en termes de concurrents, j'ai personne, je dirais personne capable de rivaliser avec, dès lors que tu mets un peu de stratégie marketing commerciale, il n'y a plus personne, donc c'était assez facile à ce moment-là. J'avais une autre facilité, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Ça veut dire que se référencer sur Google en ayant 2-3 bidouilles à côté,
tu y arrivais assez facilement. Maintenant, c'est géolocalisé, etc. C'est plus pareil, mais j'ai la chance d'avoir des clients quasiment tout de suite. Et donc, j'ai le sentiment que ça fonctionne. J'ai que le sentiment parce que dans ma tête, j'oublie un détail, c'est qu'il y a de la TVA qui vient pas me voir et qui me rattrape 3 ans après. J'avais complètement zappé ce détail. Non, mais c'est des détails, mais c'est vrai, c'est des choses que tu penses pas, c'est loin de toi, etc. Et puis 20%, 20% de 170 000 euros en 3 ans, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire un peu de pognon. Et donc voilà. Et quand on te rappelle derrière, c'est au bout de 3 ans, ça a été le début de la descente aux enfers avec, mais de ma faute, je veux dire, une très mauvaise gestion de la comptabilité. Tu commences à encaisser des sous la première année, tu prends 50 000 balles, t'as juste oublié que 50 000 balles, c'est pas ton salaire en fait, c'est le chiffre d'affaires. Mais quand tu vois que ton entourage peine à gagner 20 000 à l'année, tu te dis, je suis le roi du monde, alors que pas du tout, tu touches Walou, mais tu te fais vite des films, entre guillemets. Enfin, moi, en plus, j'avais 23 ans, donc j'avais aucune expérience. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, t'as pas eu le réflexe ou l'idée, tout simplement, de faire, par exemple, appel à un comptable, un cabinet comptable et tout ça. Tu faisais comment? J'avais un cabinet comptable, mais bon, je pense que je me suis fait escroquer, mais c'est ce que j'allais te dire, parce que la base, dès que tu as un comptable ou un cabinet comptable ou un conseil comptable, c'est quand même dans une prestation de service, la notion du bilan, TVA, tout ça, bon, c'est un peu la base. Le service dans ces métiers-là, ça n'existe plus. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est, enfin voilà, aujourd'hui, ils te prennent une facture, ils te copient des lignes, et puis, enfin, c'est d'ailleurs assez dramatique. Enfin, c'était en tout cas dramatique à ce moment-là, mais enfin voilà, après, je jette pas la pierre sur un comptable, un truc, parce que c'est ce que je prône aujourd'hui, c'est que tu montes ta boîte, il faut l'assumer, et c'est à toi de, voilà, enfin, c'est les fameux textes de loi, nul n'est censé ignorer la loi, c'est un peu pareil, tu te montes dans, moi, quand tu vois, je vois des gens, alors plus maintenant, parce que ça s'appelle, c'est les URSSAF, mais quand t'as eu la fameuse, le RSI, et je voyais des gens s'insurger, ouais, ils me prennent tout. Non, ils me prennent pas tout, en fait. C'est quand tu montes ta boîte, les règles, tu les connais. Tu sais ce que tu vas verser au RSI. Donc, si tu as oublié que 3 ans après, tu te fais remonter, c'est pas eux qui te volent de l'argent. Donc, moi, je pars du principe que les règles, c'est à toi de les connaître, de les accepter ou pas. Et moi, je les connaissais pas. Donc, je peux m'en vouloir. Pour l'anecdote, j'ai vécu un peu la même chose que toi. C'était pas pour la TVA, mais c'était pareil. Moi, j'ai eu un petit passage avant de monter des sociétés, en indépendant. Et effectivement, ça a pas loupé. Je me suis fait pareil. 2 ans plus tard, on est venu me voir en me disant, au fait, dites donc là, en fait, la CIPAV, tout ça, les indépendants là, il faut. Non, mais tu vois, dans mon métier d'archi décorateur, quand je vois tous ces indépendants qui font une école et qui se lancent, ils sont à 1000 lieues d'imaginer ce que c'est le vrai entrepreneuriat. Parce qu'en fait, ils se disent, finalement, c'est facile, j'ai un métier de service, c'est une passion, je vais avoir un logiciel 3D, je vais bosser de chez moi. Sauf qu'en fait, monter une boîte, il y a des vrais enjeux, t'as des vraies contraintes économiques, t'as des règles qui sont pas les mêmes, et on les maîtrise pas. Et c'est normal de pas les maîtriser. Je dirais que tu peux pas tout savoir d'un coup, tu apprends sur le papier. Mais t'as l'impression que ces gens-là, ils occultent tout ça. Ils disent, non, moi, je suis décorateur. Non, t'es pas décorateur, t'es chef d'entreprise. Et on parlera de la déco après. Comme je dis toujours aujourd'hui, quand tu es architecte d'intérieur, alors je parle de mon métier, de ce métier-là, mais quand tu es architecte d'intérieur, en fait, non. Tu es indépendant, donc chef d'entreprise, donc commercial, marketeur, communicant, comptable. Tu fais tous les jobs. Et puis si te reste un peu de temps, tu feras de la déco. Voilà. Non, mais c'est une réalité. C'est ça, il faut faire tous les jobs, surtout au début, puisque tu peux pas te structurer, t'as pas nécessairement les moyens d'avoir une équipe, etc. Donc clairement, le fameux CEO, comme on l'appelle en anglais là, le Chief Executive Officer, t'es le Chief Executive Officer de toi-même, quoi, de ta boîte. C'est clair. Non, mais c'est aussi pour ça que, tu vois, quand tu dis le CEO, moi c'est pareil, tous ces termes-là, je suis loin de tout ça, tu vois, t'as bien vu mon statut, moi sur LinkedIn, mon poste c'est Grand Manitou, tu vois. J'ai vu ça. Pourquoi je m'appelle Grand Manitou? Bon, c'est parti effectivement d'un délire de communication interne dans la boîte, mais parce que je trouve ça tellement surfait. Gérant, directeur, président, allez ta sœur, ouais, on s'en fout. Enfin, moi, effectivement, je suis PDG, moi. Toi, mais oui, non mais les gens, enfin moi je trouve que les gens se prennent trop au sérieux et que en fait moi quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que tu vois sur LinkedIn, je fais jaser parce qu'en fait je suis vrai et en fait tu montres que c'est pas parce que tu déconnes, c'est pas parce que tu prends les choses à la légère ou que tu te prends pas trop au sérieux que tu es un mauvais entrepreneur. J'ai pas dit que j'en étais un bon, mais j'estime que pour l'instant je tire à peu près mon épingle du jeu. Voilà. Oui, parce que après, ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que le phénomène d'authenticité, il se perd quand même pas mal. Oui. Pourquoi? Parce que tu vois bien depuis quelques années maintenant, au moment du Covid notamment 2020, eh bien il y a eu toute cette mouvance de la marque personnelle, le personal branding, où il fallait se mettre en avant sur les réseaux, etc. Puis en gros, on a quand même commencé à faire des posts à la Insta, quoi. Ouais, sauf
sauf que tout ça pour moi c'est à double tranchant, c'est-à-dire que à la fois effectivement le monde professionnel est surfait, c'est-à-dire que quand tu vas bosser à Paris La Défense ou que tu vas chez ton banquier en costard cravate, faut se dire que le dimanche il est comme toi, il est tout nu sous un tablier avec des Crocs en train de faire un barbecue, donc c'est tellement pas lui d'avoir un costard cravate. Non mais c'est déjà tellement pas lui. Et puis après les réseaux sociaux arrivent et là il y a un autre manque d'authenticité, c'est que on fait croire qu'on est authentique mais on se construit une image qui est pas la sienne. Et donc tu vois, moi je vois des gens, c'est des bisounours, hein. Ils ont 50 000 followers, tout est beau, tout est rose dans leur vie. C'est pas vrai, c'est faux, totalement faux. Alors effectivement, moi j'essaye d'être authentique, j'ai des coups de gueule, j'ai des moments qui vont pas, j'ai des moments qui vont. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, eh ben tant pis, tu vois. Mais au moins, on peut pas me reprocher de pas être authentique sur les réseaux. Ceux qui me connaissent le savent. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'instagrammeurs ou d'influenceurs, comme on les appelle. C'est faux, totalement faux. Enfin, ils mettraient un costard cravate, ils iraient bosser à la défense, ça serait tout aussi faux d'ailleurs, tu vois. Ça serait tout aussi voilà. faux. Ouais. Et moi, je mange healthy. Toi, tu vas faire un 0-3 ans où là, hop, petite sortie de route entre guillemets avec cette histoire de rattrapage, petit rattrapage, la petite taloche derrière la nuque, petit rattrapage TVA. Pour autant, à l'époque, tu es organisé comment? T'as monté une société de type genre SAS, non, alors SARL, en fait, je suis en URL parce que je suis seul associé. Mais si tu veux, comme pendant 3 ans, j'ai cette croyance que ma boîte fonctionne, qui n'était qu'une croyance d'ailleurs, mais j'ai jusqu'à 4 ou 5 salariés, je crois. Et puis au bout de 3, 4, 5 ans, et ben en fait, je me rends compte qu'au bout de 5 ans, un comptable reprend mon dossier. Parce qu'effectivement, moi, on me faisait croire que j'avais des bénéfices alors que je comprenais pas, je gagnais pas d'argent et tout. Enfin, voilà. Il y a un problème. Et en fait, je découvre mais honte à moi parce que c'était à moi de faire le jeu. Je découvre que j'ai 144 000 euros de dette. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai 26, 27 ans. On t'annonce 144, on déclenche les huissiers, l'URSSAF déclenche une procédure de liquidation judiciaire. Donc autant te dire que ah oui, non, mais là, attends, t'es au début, là. Tu serres les fesses très fort. Je consulte un avocat que je connaissais bien, qui me dit, Mathieu, ferme tout, tu vas à la catastrophe, et tu vas pas t'en relever. Et j'ai regardé droit dans les yeux l'avocat, et je lui ai dit, non seulement je vais pas fermer, mais en plus je vais tout rattraper. Et en plus demain, je vais gagner ma vie. Et il m'a dit, franchement, tu es fou. Et aujourd'hui, c'est encore mon avocat et je pense s'il m'écoute, je pense qu'il est content et fier. Mais parce que oui, je l'ai fait. En 3 ans, j'ai remonté 144 000 euros de dette. Alors attention, j'ai été réputé pour être un mauvais payeur parce que du coup, je me mettais à payer que quand j'avais un huissier, tu vois. Écoute. Mais j'ai discuté. Tu sais, Mathieu. Ouais, vas-y. Je finis juste là-dessus. Quand je te dis huissier, c'est que à l'époque, je monte ma boîte de chez moi, enfin même de chez mes parents. Donc le siège, c'est chez mes parents. J'ai mes parents qui m'appellent parce qu'il y a les huissiers à la maison. Donc non, mais c'est du véridique. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai mon premier appart avec ma femme. Heureusement, elle gagne sa vie pour succomber à un salaire pour 2 personnes et elle peut me tempérer. Sauf que entre compenser un salaire pour une deuxième personne et en plus compenser ses dettes, c'était pas possible. Donc il a fallu trouver des solutions et j'ai fait pendant 3 ans, j'ai pas beaucoup dormi parce que tu dors mal dans ces cas-là, mais tu fais un jeu de trésor. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu une mentalité où je refusais de m'arrêter pour payer. Il fallait que je continue à me développer. Donc, je continuais à investir dans le développement, je continuais à recruter, etc. Et en même temps, si tu m'envoyais pas d'huissier, je te payais pas. Et c'est triste à dire et c'est honteux parce qu'on pourrait dire, oh, le mauvais payeur. Mais c'était ça où j'avais 144 000 euros de dette sur le dos. C'était ça ou mourir, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça ou mourir. Donc, et d'ailleurs, j'ai même un de mes avocats ou même mon banquier qui m'a dit, mais des entrepreneurs à ton stade, j'en ai vu plus d'un se suicider, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui je peux bomber le torse. On dit souvent que sur les réseaux sociaux je suis prétentieux, je suis imbu, je suis insolent. En fait non, je suis juste fier de moi et encore fier de moi parce que je reviens d'un truc où très peu de gens seraient revenus et j'assume parfaitement de le dire parce que c'est ma victoire. Est-ce que maintenant t'es meilleur payeur? Ah ouais, attends, faut pas déconner. Non, oui, non mais bien sûr, non mais le problème, je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand t'es mauvais payeur, c'est que t'as pas de choix. Enfin, c'est pas un choix d'être mauvais payeur. Je pense pas que t'es des gens qui disent attends lui, je le paye pas, je vais le faire galérer. C'est pas un choix, c'est qu'en fait t'es pris à la gorge et en même temps t'as cette difficulté de l'assumer. C'est dur de dire à quelqu'un écoute là je suis en galère. Parce qu'à côté de ça, tu continues à te développer, donc tu véhicules une image positive parce que t'es obligé. Oui. C'est comme ça qu'on marche, tu vois. C'est un peu dichotomique. Ouais. Wow, c'est schizophrène, quoi. Ce que les gens voient sur le web ou sur les réseaux, et en face, ils comprennent pas. Et toi, tu dois jongler avec tout ça. Et je peux te garantir que j'ai pas eu des nuits tranquilles, hein, vraiment. Enfin.
très compliqué. Alors, il y a quand même un apprentissage qu'on peut tirer de tout ça et en fait, on le conseille pas assez aux entrepreneurs. Ne payez pas. C'est celui quand même que ce que tu dis sur, tu vois, la TVA, l'URSSAF, ce genre de choses, c'est quand même des gens avec qui il est fortement conseillé de discuter. Bien Parce sûr. que quand tu discutes, tu peux obtenir des clairement. moratoires et en fait, on le fait pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Les Non, mais entrepreneurs que je rencontre souvent, ils se disent oh là là, j'ai des dettes, j'ai des trucs et tout, je dois payer l'URSSAF et je peux pas. Et en fait, il faut engager le dialogue parce que souvent, moi j'ai été surpris, ça m'est déjà arrivé dans ma vie 2-3 fois de faire ça et j'ai été surpris de l'accueil qui était bien plutôt sûr. bon, où on me mettait le moratoire maximum, on m'aidait, Mais alors que bien si sûr. tu communiques pas, en fait, comme Bien tu sûr. dis, ça arrive avec Mais l'huissier et là, bam, là c'est bien le, sûr, le truc mais qui tombe. en fait, comme n'importe quel jeune entre guillemets insouciant, inconscient, j'ai fait la technique de l'autruche qui ne marche absolument pas. Et aujourd'hui encore, tu vois, aujourd'hui effectivement, bon, bah, j'ai la chance d'avoir remonté tout ça, mais ça peut arriver d'avoir des problèmes de trésor, ça peut arriver d'avoir des décalages. Et tu appelles effectivement la TVA, tu appelles les URSSAF. Franchement, vraiment, j'ai pas honte de le dire, ils sont Ouais, moi, ultra cool. Alors, le problème, c'est que on va pas se cacher derrière son petit doigt, c'est que c'est une administration qui est complexe, que quand tu as besoin d'une réponse et qu'on te dit je peux pas vous la donner parce que c'est chiant, mais en vrai quand tu es à ce stade-là, que tu envoies un recommandé pour dire voilà, j'ai des dettes, je veux bien les payer, par contre j'ai besoin de payer en 5, 6, 12, 13 c'est fois. ça, moratoire. Franchement, ils sont ouverts et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que il faut arrêter d'avoir sa tête de con et de dire ouais, de toute façon les URSSAF c'est pas bien. Oui, ils ont plein de défauts Non, je suis nous, d'accord. comme la TVA, bien sûr, mais à côté, ils sont pas là pour couler des boîtes en fait. Si tu fais les choses correctement, ils sont pas là pour couler des boîtes. Ouais. Donc là, en tout cas, ce passage-là, effectivement, on voit bien que tu vas être dans une, voilà, dans une situation, qui est compliquée, j Ouais. parce que tu effectivement, comme tu le dis, tu es à la fois, tu dois absolument serrer les boulons et assainir la situation et à la fois tu te dis: «Bah, je veux continuer à me développer, donc je continue à Oui. investir, à recruter, à grandir». Bah, Donc le problème, c'est que quand tu as beaucoup de dettes comme ça, que tu arrives un peu au fond du trou, si tu travailles juste pour payer les dettes, une fois que tu les auras payées, c'est fini. Enfin, c'est terminé. oui, Et oui, moi, c'est ça. il fallait que j'avance. Il fallait que j'avance. Donc j'ai fait comme si j'avais pas de dette. C'est-à-dire que dans mon côté entrepreneur, s'il fallait investir dans un truc, recruter quelqu'un, je le faisais. C'est juste que, voilà, je m'arrangeais en termes de trésor. Après, je vais être honnête, j'ai mes parents qui ont remis de l'argent dans la boîte, mes grands-parents qui en ont remis, j'ai des amis de ma femme qui en ont mis aussi, qui m'ont fait confiance. Enfin, je veux dire, on est parti très très loin, Donc là, il y a j'ai vraiment la su, je love pense, money qui vient soutenir à oui, un mais je moment pense que les donné, gens avaient compris. Et puis tu vois, en même temps de voir les difficultés que j'ai, tu vois aussi sur le web, sur les médias, tu vois la boîte se transformer aussi. Donc les gens se rendaient compte que je faisais bien les choses. C'était pas, enfin, en tout cas, j'avais l'air de bien les faire et de construire. Donc ça a rassuré les gens aussi. Voilà. Après aujourd'hui, moi, voilà, il y a que envers les banques où j'ai vraiment une dent, mais sinon les gens ont été vachement. À ce moment-là, Mathieu, quand tu vis toutes ces histoires-là compliquées, tu as déjà commencé à installer la notion de franchise dans MH Déco ou ça reste pour l'instant un groupe indépendant, Non, je l'ai. une société indépendante et Non, tu fais alors. ton chiffre d'affaires toi-même avec tes propres collaborateurs? Alors c'était une petite société. Quand je fais faillite entre guillemets, enfin quand je découvre toutes ces Oui, quand dettes, on t'annonce la mauvaise nouvelle. voilà, je fais un licenciement économique, je vire tout le monde et je les reprends en partie en auto-entrepreneur, ce qui est D'accord, très en indépendant. borderline, mais encore une fois c'est ça ou mourir, donc tu Ok, t'en je sors. Et je comprends. remonte petit à petit. Et en 2013, je décide de franchiser le concept. D'accord. Alors que les dettes sont pas résorbées. Alors pas, bien sûr, hein, j'en ai fait un bon bout de chemin, mais les dettes sont pas résorbées. Mhm. Mais c'est une D'accord. nouvelle idée que j'ai envie d'avancer comme ça. Je sens le marché s'ouvrir, et Mhm. donc les dettes sont pas résorbées. Aujourd'hui, j'ouvre en 2013 un réseau de franchise. Quand tu vas voir aujourd'hui des avocats spécialisés dans la franchise, on te dit que tu ouvres pas avec 0 € quoi. Tu ouvres, il te faut un bagage. Moi, j'ouvre Ah, avec 0 et c'est ce que j'allais te dire. même Ouais. moins 50 ou moins 70K sur le C'est compte, ce tu que vois. j'allais te demander. La franchise, c'est Ah ben encore, ouais. c'est une très belle forme de développement Ah, d'entreprise, mais c'est à nouveau encore un autre ah registre, oui. d'autres Ah difficultés. ouais. Monter un réseau de franchise, avoir ce qu'on appelle un responsable du développement, les ouvertures de Ah ouais. c'est un Ah non, mais boulot, quoi. C'est un boulot. Ouais. je décide de le monter comme ça. Alors après, attention, hein, j'ouvre pas non plus une chaîne de resto, je franchise un métier d'indépendant. Donc c'est un peu moins lourd financièrement, mais encore une fois, je me débrouille avec mon couteau suisse et c'est pas évident. Et puis tu découvres après, parce que je découvre le métier de franchiseur en même temps,
que en fait, avant d'être rentable dans la franchise, va falloir que tu en ouvres un paquet et qu'en plus, elles gagnent leur vie. Parce qu'une agence que tu ouvres qui gagne pas sa vie, elle te fait perdre de l'argent. C'est ça. Donc, c'est pas facile. Tu expliques aux banques que tu es sur la bonne voie, sauf que eux, ce qu'ils voient, c'est le moins 50 000 € encore à ce moment-là sur le compte et qu'ils veulent que tu le résorbes tout de suite. Donc, tu leur expliques que tu pourras pas le résorber tout de suite parce que, par contre, tu peux leur garantir qu'avec un réseau de franchise, tu vas le résorber petit à petit sans problème. Mais faut les mettre avec toi, etc. Donc, tu montes ce réseau de franchise et puis, alors disons, en montant le réseau de franchise, je garde quand même 1 ou 2 salariés à côté qui ont du business en tant qu'archi, qui en fait me rapportent du cash finalement. C'est que j'arrive très rapidement à autofinancer la franchise parce qu'à l'époque, j'ai pas de salariés. J'ai des archis, mais en franchise, j'ai que moi. Et je prends une fille à la communication qui est en fait ma belle-sœur, donc je commence à la prendre en stage, etc. Donc voilà, tu bidouilles, tu bidouilles, mais en même temps, aujourd'hui, tu vois, moi, je rencontre des entrepreneurs qui des fois m'admirent, entre guillemets, enfin, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça, tu vois, ils disent, ouais, toi, ce que t'as fait, super et tout, moi, je le ferai dès que j'ai de l'argent, je m'y mets. Je dis, mais regarde, enfin, je suis pas un exemple, hein, mais j'y suis allé, la première fois, je monte une boîte avec 0, et quand je me transforme en réseau de franchise, je suis à moins 50 encore, donc, si tu veux, enfin, après, je vais pas tirer la couverture sur moi, mais c'est possible. Il faut arrêter. D'ailleurs, l'autre jour, sur Instagram, je naviguais là dans les réels, là comme tout le monde quand t'es aux toilettes, tu sais, tu navigues sur tes réels. Et là, je tombe sur un bout de phrase d'une conférence de Nicolas Sarkozy qui dit, alors je sais plus exactement le mot, mais qui dit, voilà, si on attend l'argent, il y a jamais d'argent. Et en fait, il dit, c'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. Et j'ai trouvé cette phrase très vraie. Maintenant, oui, c'est clair. Hein. Mais il faut arrêter de croire que monter sa boîte c'est facile. Sauf que pour moi, la plus grosse connerie du monde, c'est que aujourd'hui les gens confondent tout. Quand Nicolas Sarkozy à l'époque crée le statut d'auto-entrepreneur, à la base, c'est pas du tout un statut fait pour monter une société. C'est un statut fait pour financer des activités à côté. Donc tu travailles la journée. Le soir, c'est pour travailler plus, quoi. C'est les fameux travailler plus. Le soir, tu as une petite activité, tu fais du babysitting, machin truc, tu déclares. Et les gens l'ont pris content comme moi, je monte une boîte en auto-entreprise. Et derrière, ils s'étonnent qu'il fonctionne pas. Et les mecs me disent aujourd'hui, ouais, mais tu te rends compte, moi, j'ai moins de charges, je paye 22%. Non, mais tu payes 22% de l'intégralité de ton chiffre d'affaires. Moi, je paye 48, mais de mon salaire uniquement. Et donc, en fait, tu te fais pardon. On va essayer de poli, mais c'est pas un statut fait pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, entre l'accès à l'entrepreneuriat qui est devenu facile et dans mon métier, l'accès à l'architecture parce que tu as des formations financées par Pôle emploi dans tous les sens, bah les gens, ils pensent que ça y est, ils peuvent se lancer, que c'est fini, quoi. Et non, et derrière, ils déchantent. D'ailleurs, tu sais que dans mon métier, 80% des indépendants ne gagnent pas leur vie dans mon métier, enfin dans l'architecture d'intérieur. Ouais, dans l'architecture d'intérieur. Ouais, 80%, ce qui est dramatique. Et il y a ce que tu dis là, tu évoques un peu des notions, des amalgames ou des contre-vérités sur cette notion. MH Déco s'est positionné comme architecture d'intérieur ou décoration plus large. C'est quoi le truc? C'est en fait, vraiment des architectes? C'est de la déco aussi? En fait, il faut savoir que dans le métier, tu as les architectes purs et durs. Donc, tout court, architecte. Architecte, ça c'est un métier qui est régi par un ordre. Donc ça, effectivement, j'y touche pas, c'est pas mon métier, c'est voilà. Et après, tu as les décorateurs et les architectes d'intérieur. Là, dans mon métier, tu as une espèce de guéguerre entre les deux, sauf que la vérité, c'est qu'aucun des deux n'est réglementé. Mais tu as une guerre d'ego parce que tu as des décorateurs qui se reconvertissent et des mecs qui ont bac plus 5 qui se bagarrent, etc. Donc, tu as encore une espèce de guerre d'ego et il manque une réglementation, mais tu as des organismes qui œuvrent pour ça. Donc moi, ce que j'ai fait pour bien faire les choses, c'est qu'au départ, j'étais une boîte de décorateurs d'intérieur. Ensuite, j'ai embauché chez moi une archi d'intérieur, donc une vraie diplômée, bac plus 5, etc. Et on a commencé, du coup, à devenir une société de décoration et d'architecture d'intérieur. Chez moi, quand un franchisé arrive chez moi, il est soit décorateur, soit architecte d'intérieur. L'avantage d'un réseau de franchise, c'est que même le décorateur peut vendre des prestations d'archi d'intérieur parce qu'en fait, il est accompagné par des salariés à moi qui sont archi. Donc, si tu veux, on n'aura pas de problème de prestation client. Et c'est même super parce que pour le décorateur qui manque de compétences techniques, grâce à la franchise, il va performer beaucoup plus vite en termes de technicité. Au sein du réseau, il trouvera les compétences nécessaires pour l'accompagner sur la gamme. Ça peut être, je parlais donc j'ai une fille aujourd'hui qui s'occupe de la partie technique, donc qui est archi d'intérieur. Mais après, même eux entre franchisés, on a un intranet, ils communiquent entre eux, ils s'apportent des réponses. Enfin, voilà, il y aura pas de problème parce que nous, si tu veux, la règle d'un réseau de franchise, c'est que là, on parle du côté business, entrepreneurial, etc. Mais j'imagine que là, il y a des décos et des archis qui vont m'écouter sur ce podcast. Donc, attention, on fait aussi bien les choses. C'est-à-dire que c'est pas juste une source de revenus, sinon on serait plus là depuis longtemps. Le but, c'est qu'il faut bien faire les choses. Et d'ailleurs,
je suis le premier à être très investi sur le marché de la déco et de l'archi au-delà MH Déco. J'ai fait des émissions, des web émissions qui s'adressent aux décorateurs et aux archis. J'ai monté des chaînes de podcasts qui s'adressent à eux. J'ai monté des groupes Facebook. Tu apportes au secteur en entier et pas que pour ta pomme. Ah, mais grave. Je suis devenu, je suis devenu un espèce d'influenceur. J'aime pas ce mot parce que c'est toujours des grands mots, mais je suis devenu un influenceur dans mon propre métier. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, sur LinkedIn, j'ai 15 000 personnes qui me suivent. Il y en a 10 000, c'est des décorateurs ou des archis d'intérieur. Sur Insta, je dois avoir 6-7 000 personnes, ce qui paraît pas grand chose en fait sur Insta. Mais par contre, c'est quasiment. Si c'est que mais c'est que des décos et des archis quasiment. Tu vois, donc en fait, j'ai un auditoire qui est vachement à l'écoute. Et tant mieux. Si je peux apporter mon expérience dans ce métier-là, tant mieux. Yes. Après, effectivement, j'ai le malheur de dire des choses qu'il faut pas dire dans des métiers qui sont un peu borderline. Alors ça plaît pas. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, de manière très prétentieuse, je discutais avec des gens l'autre jour dans mon métier et je leur disais avant de me critiquer, trouvez-moi une personne sur le marché de la déco et de l'archi qui maîtrise mieux le marché que moi. J'ai dit trouvez-la moi et j'accepterai. Mais aujourd'hui, je crois pertinemment qu'il y en a pas. C'est très prétentieux, mais je maîtrise ce marché parce que sinon tu peux pas devenir franchiseur, c'est pas possible. Tu as continué quand tu as commencé à monter les franchises, à accélérer le développement des franchises. Tu es resté à nouveau encore indépendant dans le sens société, c'est-à-dire seul associé ou tu as fait rentrer d'autres mondes, tu t'es associé avec d'autres gens? Non, je suis resté seul associé. Aujourd'hui, j'ai plusieurs salariés puisque j'ai un responsable à la communication, j'ai une responsable du développement, j'ai une responsable du pôle archi. J'ai une assistante forcément. Là, on a embauché quelqu'un de nouveau à la com. Donc voilà, j'évolue, mais j'ai toujours voulu rester seul parce que dans toutes les autres boîtes que j'ai montées en parallèle d'MH Déco, j'ai eu des associés, ça s'est mal passé. Souvent de ma faute d'ailleurs parce que les gens me voient sur les réseaux sociaux, je suis un entrepreneur atypique, je suis une vraie tête de con et quand j'ai une idée là, je l'ai pas ailleurs, donc voilà, c'est difficile de travailler avec moi, je le conçois, et donc j'ai voulu rester seul, mettre à bord. Donc tu as gardé ton indépendance au niveau associé. Aujourd'hui, côté chiffres, c'est combien d'agences partout en France? Raconte-nous un peu c'est quoi la cartographie de MH Déco? Là aujourd'hui, alors ouais, on est répartis un petit peu partout en France. Alors on a une 60aine d'agences aujourd'hui, une 60aine d'archis réparties sur la France. D'accord. Alors quand je dis partout en France, c'est pas mal, 60 déjà. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et puis à la fois pour dire toute la France, c'est un grand mot parce que même si on est bien répartis partout, pour toucher toute la France, 60 bonhommes, c'est pas beaucoup. Hein. Mais oui, hein, c'est un très beau développement. C'est aujourd'hui, c'est 60 architectes d'intérieur qui sont franchisés chez MH Déco. C'est 5 salariés pour gérer tout ça, donc ça reste une petite boîte, 5 salariés, tu vois, on est une toute petite boîte, mais ce qui est rigolo, c'est que petite cellule commando qui apporte son concours et à tout le reste du réseau. Ouais. Et puis ce qui est un peu paradoxal, c'est pas du tout le mot, mais j'avais envie de le placer dans une interview, ça. Voilà, ça c'est fait. non, mais ce qui est rigolo, c'est que voilà, on est une toute petite boîte et en même temps, on est les plus gros sur notre secteur. C'est que tous nos concurrents sont des archis indépendants. T'as une ou deux agences qui ont 3, 4, 5 salariés, mais on est les seuls aujourd'hui à avoir un réseau de franchise de cette ampleur. Donc avec ce maillage-là. Avec ce maillage. Alors après, oui, c'est pas facile tous les jours. Oui, tous nos franchisés ne réussissent pas en claquant des doigts. Bien sûr que c'est beaucoup de travail. Bien sûr que t'as des agences chez nous qui existent depuis 15 ans, quasiment depuis le début, depuis 10 ans. Et effectivement, elles gagnent très bien leur vie. T'en as d'autres qui sont là depuis moins d'un an et qui ont l'impression de galérer, alors que nous, notre métier, c'est de leur montrer qu'avant 1 an ou 2, en franchise ou pas, de toute façon, c'est compliqué. Et que même quand tu commences à la gagner, c'est pas un acquis. Il y a toujours du travail à faire d'entrepreneurs, de communicants, de marketeurs. Donc les gens s'appuient sur la franchise pour ça, mais ça n'enlève pas qu'ils ont une part de travail aussi local à faire pour que ça marche. Alors, ce parcours, il a quand même cocorico, on peut le dire, ça a quand même été couronné de succès sous la forme d'un prix que tu as gagné récemment, je crois. Tu veux nous en parler? Vas-y, raconte-nous. Bien sûr, je vais en parler. non, mais si tu veux, donc je monte une agence d'archi, ensuite je deviens franchiseur, donc au même titre que je découvrais l'architecture d'intérieur, je découvre aussi la franchise, tu vois. Bah oui. Et c'est pareil, t'as dû apprendre sur le tas là, j'imagine comment. Clairement, non mais j'ai appris sur le tas, bien sûr. Et puis des fois, avec le recul, tu remets des choses en œuvre, tu dis mais comment j'ai pu avancer comme ça. Enfin bref, bon, tu développes. Et puis là, cette année, donc on va au salon de la franchise, on décide de s'inscrire à un concours qui élit les meilleures franchises de France en fonction de leur catégorie du secteur. D'accord. Donc nous, on était dans la catégorie immobilier et habitat, donc
Ça représente quand même, c'est vaste, quoi. Et on finit meilleure franchise de France. Donc c'est juste ouf, et c'est d'autant plus ouf et d'autant plus valorisant que ce prix, super. En fait, ce sont tes franchisés qui sont audités de manière anonyme, qui répondent à une 50aine de questions. Et en fait, donc ça valorise en fait la meilleure franchise par rapport à tes franchises, parce que aujourd'hui tu as plein de réseaux de franchises, c'est des pompes à fric, ils prennent du fric à leurs franchisés sans compter, ils réinvestissent pas, et finalement les franchises sont pas accompagnées, ils marchent pas, tant pis pour eux. Donc ça prouve aussi l'accompagnement. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'on fait tout bien, ça veut pas dire que, enfin moi je l'ai pas encore dit parce que j'ai pas eu l'occasion encore de faire une intervention auprès de tous mes franchisés dessus, mais ça sera bientôt fait. Et c'est ce que je leur dirais, c'est que pour nous, c'est au siège, c'est super parce que tu sais, quand tu travailles pour un réseau de franchise, les gens se rendent pas forcément compte de tout ce que tu fais, etc. Parce que forcément, on revient vers toi que quand ça va pas. Donc, tu trimes un petit peu. Donc, d'avoir cette récompense, c'est un énorme merci de la confiance que nous font nos franchisés. Et à la fois, on a conscience que tout n'est pas parfait, qu'il faut encore s'améliorer. Et il y a encore du travail. Voilà, non, mais c'est vrai, moi, j'aime bien les prix parce que ça te fait faire un beau post Instagram et t'as plein de vues d'un coup et c'est génial. Mais j'ai jamais été, ouais, enfin, c'est des fiertés, tu vois. Enfin, bien sûr que je suis le premier à te brandir mon prix et crier sur tous les toits que je l'ai eu. Mais le lendemain, au boulot, on n'est pas sur un canapé en disant c'est bon les gars, on l'a fait, quoi. Non, c'est le début. C'est le début. De toute façon, il faut fêter Mathieu toutes les victoires, et c'est quand même une reconnaissance, qui marque quand même une charge de travail que tu déploies depuis des années. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir savourer ces moments-là, et puis voilà, les partager avec son réseau. Et donc, puis c'est valorisant, et à la fois, tu vois, effectivement, en plus moi je suis très dans l'architecture, je suis très médiatique sur les réseaux sociaux, donc tout le monde pense que tout va bien dans ma vie, tout est rose, tout est parfait, le mec il est dingue, super, machin. Mais par contre, tu passes des journées chaotiques, tu passes des journées où tu rentres chez toi, t'as envie de chialer, tu rentres chez toi, tu dors pas de la nuit parce que et ça, les gens se rendent pas compte parce que tu peux pas véhiculer ça sur les réseaux, tu vas pas te prendre en photo à 4 heures du mat en disant aujourd'hui insomnie, contrôle URSAF qui me rattrape. Non mais ça a pas de sens, tu vois. Non mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, aujourd'hui, tu vois, j'ai des franchisés, des fois ils ont des moments de doute parce que c'est des entrepreneurs. Parfois ils ont le raccourci de se dire de toute façon Mathieu il s'en fout, lui là il est rentré chez lui à cette heure-là. S'il savait la boule au ventre que j'ai de voir des agences qui fonctionnent pas, qui font pas de chiffres, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'on n'est pas en train de leur dire tout ce que je fais toute la journée. Donc, parce que c'est normal, aussi une responsabilité que tu portes. Mais c'est une responsabilité de ouf, bien sûr. T'es vraiment un porte-étendard, et ton réseau de franchisés, c'est pas genre je multiplie les points de vente, quoi. C'est pas. Clairement. Moi, j'ai toujours dit, et ça a toujours été ma politique, et je pense que ça le restera, c'est que moi, je préfère avoir moins d'agences qui marchent que beaucoup qui marchent pas. Aujourd'hui, je vais être très honnête, dans l'archi, on est quasiment le seul réseau de franchise. On a des demandes de candidature à plus savoir quoi en faire. Franchement, on pourrait avoir 150 agences aujourd'hui. Mais petit à petit, on durcit les conditions de recrutement parce qu'on n'est pas armé pour. Qui dit le double d'agences dit le double de salariés aussi. Donc on préfère se concentrer sur les agences qui marchent. C'est sûr. Intégrer des nouvelles petit à petit qu'on va faire marcher petit à petit. Et voilà. Et aujourd'hui, on a cette chance, on a largement atteint l'équilibre. C'est-à-dire que oui, au début, quand tu as 3-4 agences, on peut dire ce qu'on veut. Bien sûr que tu as besoin d'en signer. Il faut en faire rentrer. À mon échelle à moi, quand tu commences à en avoir 25-30, ça y est, tu commences à arriver un peu à l'équilibre. Tu peux te permettre de prendre des risques parce que tu as des trucs qui vont moins marcher, tu vas perdre de l'argent, mais tu compenses. Enfin, voilà, tu peux commencer à jouer un petit peu, mais c'est loin d'être simple. C'est loin la forme, entre guillemets, d'ailleurs, je sais pas si tu vas rebondir là-dessus, mais Mathieu, tu vois, d'une certaine manière, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, quand tu es comme ça animateur de franchise, ce qui se passe, c'est que les difficultés de l'entrepreneuriat, tu les multiplies par chaque franchise, quoi. C'est-à-dire que c'est ça aussi. C'est ce que je leur dis. Je pense que si des fois, ce qui les rassure, ou des fois pas du tout, mais des fois quand ils ont des soucis et qu'ils n'arrivent pas à se développer, etc. Tu vois, moi, quand on revient vers moi ou vers mes collaborateurs pour dire, voilà, ça fait 6 mois, je gagne toujours pas ma vie, ça fait 1 an, etc. Je leur dis, mais les gars, 1 an, dans le monde d'une entreprise, t'es dans le fœtus encore. C'est-à-dire, mais par contre, comme ce sont des indépendants, à l'échelle humaine, 1 an sans gagner sa vie, c'est très long, ou même 2. Oui. Sauf que je leur dis, si j'avais la capacité de vous faire gagner votre vie en 6 mois, les gars, je serais millionnaire aujourd'hui, tu vois. Donc en fait, j'essaie de transmettre cette expérience, et qui permet aussi, comme je dis, j'ai souvent le rôle, quand je dis moi, c'est moi et mes équipes évidemment, mais parce que c'est plus eux maintenant en contact des franchisés, mais on a presque un rôle de psychologue parce que ce qu'ils vivent, on l'a déjà vécu. C'est dur à entendre pour eux parce que des fois, ils ont l'impression de nous transmettre un truc qu'ils découvrent. Sauf que non, on l'a déjà vécu, donc on sait ce que tu vis en fait. Et on va t'accompagner, on va t'aider, mais des fois, on peut rien faire que te soutenir. Ça peut arriver, tu vois. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que eux, ils te voient qui
qui a l'air de fonctionner parce que toi, tu as plein d'agences, etc. Donc, ils ressentent leurs problèmes sur eux. Et en même temps, c'est normal. Ils sont indépendants. Ils ont signé un contrat de franchise pour qu'on t'aide. Et franchement, moi, c'est ce que je dis. Je l'ai dit d'ailleurs quand j'ai reçu mon prix de la franchise, quand j'ai eu le micro, tout ça, c'est que dans un réseau de franchise, tu manages des gens dont tu n'es pas le supérieur hiérarchique et qui, pire que ça, mais ça c'est inconscient et c'est dans tous les réseaux de franchise pareil. Quand ils réussissent, c'est grâce à eux. Quand ils échouent, c'est à cause du franchiseur. Mais c'est humain. C'est pas du tout un reproche. Attention, aux franchises sur les nôtres ou tous les franchiseurs. C'est humain. Et quand t'es franchiseur, oh là là là, c'est dur à encaisser vraiment. D'ailleurs, une petite anecdote. Olivier, qui est mon responsable com, la première année où il était là et qu'on avait le réseau de franchise, je sais plus sur quoi on travaillait. Il fait une annonce aux franchisés. Et on a un espèce de réseau social interne chez nous, tu sais, où ils peuvent commenter, liker, machin, pareil. D'accord. Et presque pas de retour. Et Olivier, il me dit, putain, tu te rends compte, avec le boulot que j'ai fait, pas un merci, rien. Il n'y a pas une réaction. Et en fait, je lui ai dit, tu sais, en fait, si tu bosses pour voir le merci des franchisés, il vaut mieux que tu partes. On l'a de temps en temps, et tant mieux. Mais eux, ils sont tellement dans comme nous, en fait, ils sont entrepreneurs, donc si tu veux. Ils jouent leur peau, hein. Ils jouent leur peau, c'est ça. Et puis, c'est normal que tu fasses des trucs pour eux, finalement. Mais toi, t'es tellement fier, parce que des fois, ce que eux, tu leur livres tout cuit dans le bec, c'est peut-être des mois de travail avant. On est humain aussi, hein, tu vois, d'avoir du merci, ça fait du bien, tu vois. Mais faut apprendre, faut apprendre à vivre comme ça. C'est un métier à part entière, ça empêche pas l'investissement qu'on met pour eux, ça empêche pas on a un réseau très humain, on se tutoie tous, on s'entend très bien, ça empêche pas tout ça. Mais psychologiquement, ils sont à milieu de se rendre compte de ce qu'on vit, quoi. Comment t'as fait, Mathieu, toi, quand tu t'es dit, ok, tiens, je me lance dans la franchise, je vais monter des franchises. Comment tu as fait pour créer ce que toi tu voulais apporter à tes franchisés? Il y a un pas de porte, tu leur fournis le marketing. Quel est le package que t'as créé, que t'as mis en place pour accompagner comme ça tes franchisés? Tu interviens de manière transversale sur quels aspects Alors plusieurs. D'abord, en fait, si tu veux, comme je te le disais, on s'est rendu compte que sur l'architecture, les gens ont oublié qu'ils étaient entrepreneurs. Et donc, si tu veux, nous, on a mis plein de process en place, plein de méthodologies. Donc, en fait, si tu veux, nous, pour entrer chez nous, faut déjà être déco ou archi d'intérieur. On ne forme pas des décos ou des archis. D'accord, ouais. Par contre, on leur apporte le modèle économique derrière. Donc, on va leur apporter des méthodes de communication, des méthodes marketing. On va leur apporter des méthodes en termes de gestion de projet. Parce que dans un métier de service comme le nôtre, on vend du temps. Et souvent, ils ont du mal à le mesurer parce que eux, ils livrent des 3D, des plans, etc. Et en fait, non, c'est du temps, donc il faut calculer ce temps. Voilà. Donc, on leur apporte une compréhension sur la méthodologie de la manière de facturer des clients, comment gérer le projet pour rester rentable. Et puis, sur la vente aussi, comment transformer un prospect en client, un client, voilà. Donc, si tu veux, on leur apporte toute la facette entrepreneuriale autour du métier. D'accord. Par contre, ils sont archis. Ça n'empêche pas que maintenant qu'on a une archi chez nous, qui a un peu évolué maintenant, on va commencer à les accompagner, faire de la formation pour les faire grandir aussi, parce que en tant qu'archi, quand tu as la tête dans le guidon toute la journée parce que tu es entrepreneur et que tu as des clients, c'est compliqué de continuer à te former. Donc voilà, là c'est une nouvelle étape qu'on va franchir aussi. Mais voilà, on leur apporte, je dirais, tout ce package entrepreneurial de dire, voilà, on a monté une agence d'archi qui fonctionne. Maintenant, si tu reproduis ce concept dans ta région, ça va fonctionner aussi. Attention, pas du jour au lendemain, il faut être sûr, parce que tu as des gens, ils viennent chez nous, ils découvrent toutes les méthodes, ils te disent wow, c'est super, c'est fabuleux, et puis en fait dans l'application ils en font pas la moitié. Et ce sont les mêmes qui te disent ah mais ça marche pas. Bon oui, c'est difficile, mais voilà, encore une fois, c'est normal, c'est humain et c'est notre job. Moi, comme je dis, hein, quand un franchisé échoue, des fois on dit ouais mais au bureau on se dit ouais mais il a échoué mais il a rien foutu. Et je dis ouais mais en même temps c'est aussi de notre responsabilité de faire en sorte qu'il fasse. De le marquer, à la culotte, hein, le marquer à la culotte et en même temps, alors faut le marquer à la culotte et en même temps t'es pas son supérieur hiérarchique, donc si t'es trop sur lui, très clairement il va te dire écoute Mathieu, tu m'emmerdes, lâche-moi parce que t'es pas son supérieur. Donc c'est vachement délicat. Ils sont autonomes, on doit les laisser en autonomie, on doit surveiller de loin ce qui se passe et puis quand on a un retour un peu plus sur des points un peu formels, on est obligé de leur dire voilà ça va pas. Et des fois ils te disent ouais mais ça va pas mais j'ai pas envie de le faire. Bon ok mais comment on avance? Et c'est le rôle d'un franchiseur, c'est d'accompagner nos franchisés. Et quand un franchisé ne veut pas, moi j'ai aussi le sentiment que c'est notre responsabilité, c'est nous qui manquons à notre engagement d'accompagnabilité.
Le modèle économique de la franchise, c'est qu'en fait, il y a reversement d'une partie de leur chiffre, de leurs Ouais, revenus. ouais, c'est C'est ça, c'est ça, ça. hein? C'est un pourcentage du chiffre d'affaires que l'on reverse, donc, enfin, qui nous reverse. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, que moi je trouve génial d'ailleurs, c'est que, en fait, c'est la preuve que on ne peut pas les laisser ne pas gagner leur vie, parce que une agence, nous, Bah, bah une oui. agence qui ne marche pas, on a le même nombre de Ah, salariés à sa disposition, il a les mêmes outils, les mêmes offres, les mêmes services, les mêmes logiciels, donc il tout nous à coûte de fait. l'argent en vrai, tu vois. Tout à fait, ça te coûte. Et toi, tu fais pas de revenus en fait. Ah bah non, bah clairement pas. Non, puis t'en as sur lesquels tu perds de l'argent, très clairement. Mais c'est pas grave parce que nous, on sait que les 2 premières années, on va perdre de l'argent sur un franchisé. On le sait. Mais on sait que notre métier, c'est de l'accompagner jusqu'à ce qu'il gagne sa vie et qu'ensuite, il va la développer. Il va commencer à nous permettre de nous enrichir aussi et donc de pouvoir faire évoluer la structure parce que l'enrichissement d'une structure, tu sais, on a toujours l'impression que c'est le patron qui se gave. En vrai, bah, c'est réinvesti parce que quand tu grandis, bah, tu as des salariés en plus, des outils, des logiciels, tu améliores tes process. Donc voilà, pour grandir, tu as besoin du chiffre d'affaires des franchisés. Et c'est ça que moi je trouve génial dans le concept de la franchise, c'est que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Après, il faut que et le franchisé et le franchiseur en aient conscience. Tu as des franchiseurs, et j'en connais, qui clairement abusent de leurs franchisés, et je connais aussi des franchisés qui abusent de leurs franchiseurs. C'est comme un patron, un salarié, tu as des abus dans les deux sens. La Mais quand grande ils l'ont force, compris, c'est un bon modèle. Mathieu, la grande force de MH Déco, moi qui ai un peu surfé quand même sur Internet et regardé un peu ce que vous faisiez, etc., c'est quand même sur l'aspect, la marque ombrelle, tu vois, la bannière, parce que tu es sous la bannière MH Déco et la puissance de communication, elle est quand même là, quoi. C'est-à-dire que pour t'installer localement, géographiquement, je sais pas où, n'importe où en France, à un moment donné, quand tu es dans le réseau MH Déco, je pense que ça, c'est quand même une vraie Ouais, plus-value, non? tu sais, bah en fait, ce qui est compliqué, c'est que encore une fois, on est dans un métier de service, les archis d'intérieur, et des fois, tu as un problème d'ego. Tu sais, c'est dur pour un archi de se dire, attends, mais si Ouais. je bosse Ça pour porte pas MH, mon nom, quoi. C'est pas voilà, c'est genre. pas mon logo, voilà, c'est pas mon site, c'est pas mon logo, donc c'est pour Ouais. ça aussi qu'on les rassure, c'est que bon, tu l'as vu sur le site, on travaille beaucoup le personal branding, c'est-à-dire que nous, quand tu vas sur le site, chaque archi, il a sa page, c'est sa photo, son téléphone, ses réalisations. Nous, on leur donne leur propre identité à l'intérieur du réseau MH Déco. Moi, ce qui m'intéresse, et ça, c'est une phrase que je dis souvent, c'est pas que les gens appellent MH Déco, c'est que les gens appellent Julie de MH Déco, Tiffany C'est de ça. MH Déco, C'est ça. Ouais, Jennifer de c'est ça. MH, etc., etc. Et c'est là où on gagne petit à petit notre pari qui est loin d'être simple. Après, évidemment, c'est une plus-value si tu raisonnes d'un terme entrepreneurial. Mets-toi à la place d'un archi qui se lance ou un archi qui se lance Ouais. avec MH Déco. MH Déco n'est pas une garantie de succès, mais c'est une garantie de booster. Enfin, Bah oui, mais c'est pas MH Déco, c'est la franchise qui veut ça. Rejoindre un c'est réseau de ça. franchise, c'est quand même Et une puis garantie tu d'aller plus vite. économises énormément de travail De et d'argent travail, de sur temps et l'aspect d'argent, com. bien sûr. Ah, La bah, bien com, le sûr. faire savoir, tu sais, le fameux faire Ah, savoir, bah c'est-à-dire oui. la réputation, la notoriété. Si tu dois tout seul aller faire grossir ton référencement, ta visibilité, etc. Ouais. Ouh, Mais tu sais c'est que com- c'est compliqué, hein? tu sais que chez nous, là, au bureau, j'ai Olivier, donc, qui est mon responsable com, des fois, quand il voit le travail que l'on fournit pour nos franchises, que eux, des fois, se rendent même pas compte, mais quand il le voit, des fois, il me dit, putain, ça me donne envie de monter une agence MH Déco, quoi. Tu vois, non, mais il aurait presque envie de recruter une archi et de se lancer en France. Tu vois. Et tant mieux, tu vois, pour moi, c'est la plus belle récompense que même un collaborateur à toi te dit ça parce qu'il fait partie du travail que l'on construit pour eux. Donc ça veut dire que j'ai aussi des collaborateurs qui sont pleinement investis et qui travaillent dans le même sens que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours Ouais. dit, hein, j'aime bien cette phrase, je sais pas si elle est de quelqu'un ou pas, sinon je me l'approprierais, mais je dis souvent que je cherche pas des gens qui travaillent pour moi, mais des gens qui travaillent avec moi. Alors Ouais. pour les franchisés, c'est normal parce que je suis pas supérieur, mais un salarié pour moi c'est pareil. Moi c'est C'est comme si c'était important, des hein. associés, enfin Ouais, très clairement quoi. le leadership, emmener tout le monde dans Ah la ben même voie, dans le même c'est moi objectif, c'est fondamental, quoi, hein. MH Déco c'est bien parce que moi je suis sur les devants de la scène parce que MH c'est mes initiales, mais en vrai MH Déco c'est tout le monde, hein, c'est et les franchisés et les collaborateurs qui sont là. Hein. Toi, aujourd'hui, Mathieu, la cellule d'origine MH Déco, toi-même, tu fais plus du tout d'activité de décoration d'architecture ou si quand même la Alors structure initiale? d'abord j'en ai jamais fait parce que je suis Oui, pas oui, parce archi. que tu faisais travailler les personnes que tu avais recrutées, là, les Voilà, architectes, tout ça? mais par contre, c'est vrai que à l'époque, quand j'avais mes premiers archis, je regardais le travail qu'ils faisaient avant que ça parte au client parce que je me mettais moi d'un point de vue client. Je jugeais pas si D'accord. tu veux leur travail architectural ou créatif, je jugeais juste la perception que va avoir le client en recevant. Aujourd'hui, effectivement, je fais plus du tout ça. Aujourd'hui, moi,
j'ai un rôle, je dirais, je suis presque l'ambassadeur de ma propre marque aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, Toi, maintenant, tu es totalement sur les franchises, s'occuper de l'animation de tous les franchisés, de tous les indépendants, mais toi-même, tu délivres plus la prestation en tant qu'MHDeco. Non, et puis t'as trois systèmes de communication dans un réseau de franchise. Tu as la communication interne, donc celle comment tu communiques avec tes franchisés. Tu as la communication client final, parce que derrière, il faut aller chercher des clients pour tes franchisés. Et tu as la communication archi pour aller chercher des futurs franchisés. Et si tu veux, moi, aujourd'hui, j'ai pris ce parti de devenir un personnage, entre guillemets, public dans l'architecture d'intérieur. C'est-à-dire qu'un particulier lambda ne me connaît pas. Par contre, un archi, celui qui dit qu'il me connaît pas, franchement, il abuse ou il connaît pas son marché. Parce que je me donne pour être présent. mais donc, moi, si tu veux, j'ai plus ça. Parce que je pars du principe que si MHDeco s'impose sur le marché, sur ton propre marché, donc forcément, tu vas petit à petit t'imposer chez les clients. Parce que si dans ton marché, on ne connaît que toi, tu vois, j'ai appris récemment, et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que c'est encore plus valorisant qu'un prix. J'ai une de mes franchisées qui est chez moi et en fait, elle me dit l'autre jour que elle a une amie qui est en école d'archi en ce moment. Et dans son école, à la fin, il les forme sur le marché et il leur explique que leur plus gros concurrent local, ça sera MHDeco. Et ça pour moi, c'est vraiment une marque de réussite. Yes. Non, mais ça veut vraiment dire qu'on s'est imposé sur le marché. Ça, c'est vraiment génial. Ouais, tout à fait. Si tu commences à devenir ce qu'on appelle un cas d'école, un business case, un cas d'école, voilà, c'est pas mal. Non mais c'est génial parce qu'effectivement, à titre, tu vois, moi j'ai toujours eu cette philosophie même c'est ce que j'ai essayé de dire à mes franchisés à un moment donné parce que des fois ils comprenaient pas forcément pourquoi je m'imposais autant sur le marché alors qu'il fallait d'abord que je m'occupe d'eux, si tu veux. Et en fait, si tu veux, moi je prône à dire que quand tu deviens un leader sur ton propre marché, que tous tes concurrents, tes confrères te connaissent, qui t'aiment ou qui t'aiment pas, d'ailleurs ça c'est même pas important, mais que te connaissent, et ben forcément ça t'impose et ça te donne plus de puissance pour derrière aller chercher du client. Et moi je travaille vraiment sur cette partie-là à titre personnel aujourd'hui. Comme je disais, je suis un peu l'ambassadeur de ma propre marque. Pourquoi aujourd'hui je suis sur podcast, la semaine dernière j'étais sur un autre, j'ai diffusé avant-hier j'ai de plus en plus de petites interviews à droite à gauche et je pense que plus tu te montres, plus on découvre ta structure et plus forcément ça rayonne sur les franchisés aussi et tant mieux. Oui, mais ça en plus c'est très bien ce que tu dis et c'est un apprentissage. Hein. Alors c'est pas la peine de demander tous à venir passer sur ce podcast puisque c'est moi qui choisis qui vient dessus. Mais par contre, ça m'a coûté 20 balles. C'est pas cher. Tiens, mais j'ai mon studio de podcast à rénover là. Il faut qu'on se parle. Mais c'est vrai que ce que tu dis par contre est dans les tâches et dans le métier de l'entrepreneur, on voit bien que quand même cette partie vitrine, représenter sa marque, son entreprise, de plus en plus avec la difficulté du marché dans la prospection commerciale notamment, eh bien il y a un volet du marketing qu'on appelle le inbound marketing qui consiste à faire venir à son entreprise les potentiels clients par des actions qui sont comme celles que tu fais, c'est-à-dire participer à du concours, obtenir un prix, faire des interviews, du podcast, etc. Tout ça, c'est important parce que ça t'amène du client au final. Mais t'as beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce qu'en fait, pour eux, une action égale un client. C'est-à-dire que moi, je vois des gens, des confrères, et même des fois des franchisés, qui vont, on va leur dire, tiens, il faut être sur les réseaux sociaux, et au bout d'un mois, ils n'ont pas de clients, c'est-à-dire, j'ai pas eu de clients. Ouais, mais en fait, c'est pas ça. C'est un ensemble de choses. Et effectivement, pour moi, c'est beaucoup plus parlant d'aller chercher un concours au prix de la franchise que d'avoir mis 10 fly en boîte aux lettres. Alors le cumul des deux est sûrement important, mais ce que je veux dire, c'est que t'as des actions qui des fois, il faut arrêter d'avoir tout de suite un but lucratif sur l'action donnée. C'est que cette action va te faire rayonner, ça va t'apporter des pistes, des trucs, des machins. Tu vois, là, je fais le podcast avec toi. Il y a peut-être des entrepreneurs qui m'écoutent, qui vont dire, tiens, moi j'avais une maison à rénover, je vais les appeler. Génial. Okay. Génial. Il y aura pas de remise particulière parce que je suis passé sur le podcast, vous emballez pas non plus, mais ça serait génial. Tu leur fais pas un prix, vas-y, tu leur fais de ristourne. Mais je peux pas, c'est les franchisés qui facturent, moi je peux pas. C'est vrai. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu rayonnes entre guillemets, c'est de la communication redondante et que ça, pour moi, c'est le principal conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs, c'est que il faut arrêter de croire que une action égale un client. Des fois, c'est un ensemble d'actions. Et des fois, tes actions, on se dit, putain, être sur LinkedIn toute la journée à faire des posts comme je fais, on peut se dire, mais le mec, il chope jamais de clients. N'empêche que mine de rien, aujourd'hui, je pense que 90% des archis qui sont chez moi. Un gros canal de. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, entre 80 et 90% des archis qui sont chez moi connaissaient Mathieu Agel avant de connaître MHDeco.
Donc, et c'est important, tu vois, c'est important. C'est la démonstration de ce qu'on évoquait juste avant, qui est que effectivement tout ça participe, la fameuse marque personnelle, le fait de poster, de mettre du contenu en distribution avec de la valeur, ça crée clairement ta réputation et ça te crée des appels entrants. Ouais, tout à fait. Et puis tu as des gens qui n'aiment pas se montrer, malheureusement, quand tu vends un métier de service et que tu es indépendant, tu es devenu presque obligé. T'as un peu pas le choix, ouais. C'est un peu obligatoire. Ouais. Je suis assez d'accord. Toi, d'ailleurs, sur LinkedIn, tu as commencé il y a longtemps ou? Ouais. Alors, en fait, j'ai commencé il y a longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça que je poste avec ce format-là. Bon, tu as dû le voir. Hein, je suis très dans la provoque, etc. mais en fait, ça doit faire 1 an ou 2 ans peut-être que je poste comme ça. En fait, avant, pendant 2 ou 3 ans, j'avais pris un réflexe. C'est que je me levais tous les matins. J'avais l'application LinkedIn sur mon téléphone et j'ajoutais des archis. Genre, j'ajoutais peut-être 15, 20, 30 tous les matins. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec 17 000 contacts sur LinkedIn qui te suivent et tu fais un post un peu provoque et hop, ça suit. Et voilà, donc c'est un vrai travail de fond. C'est pareil quand les gens disent moi je suis sur les réseaux, ça marche pas. Attends, ça fait 10 ans que je suis dessus, ça fait 3 ans que j'ai de l'influence, quoi, tu vois. Donc c'est un vrai travail de fond. C'est un travail de fond et puis on le dira jamais assez. Ça fait partie des apprentissages aussi, c'est que ce qui compte dans cette approche-là, c'est la fameuse régularité. C'est-à-dire il faut absolument tenir la cadence, ne jamais s'arrêter parce que ce soit sur tous les réseaux, hein, Insta, TikTok, je sais pas si tu fais du TikTok d'ailleurs, mais LinkedIn, etc. Si tu t'arrêtes, ton truc, il tombe immédiatement, ça s'écroule. Et puis des fois, tu es entêté sur un truc et il faut être dans la continuité. En même temps, ça marche pas. Donc, il faut avoir l'audace de se remettre en question et dire, mais si je change tout, c'est vachement compliqué. Moi, j'ai eu la chance que ma stratégie soit payante à la fin. Et encore, est-ce qu'elle le sera définitivement? Je sais pas. Mais voilà, moi, si tu veux, LinkedIn, je m'en sers comme un outil parce que je trouve que LinkedIn, c'est le reflet de la vie professionnelle. C'est chiant à mourir. Les gens, ils postent des photos d'eux en salle de réunion en costard cravate avec un café. Ils pensent que ça va intéresser quelqu'un, sans déconner. Non, mais ça reste. Et tu sais, les gens sont là. Oui, mais attends, sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Allez, ta gueule. En fait, en vrai, j'ai fait le test une fois. Excuse-moi, je suis vulgaire. Mais j'ai fait un test une fois. J'ai mis 3 posts sur LinkedIn sur 3 semaines différentes. Et j'en ai fait une story Insta pour montrer. J'ai montré une photo de moi en train de travailler. Alors, je te dis des chiffres au hasard. Mathieu, moi je veux la photo en croque avec le tablier. Il y a même une vidéo de moi comme ça. Non, mais si tu veux, j'ai posté des photos où je suis en situation de travail. Après, une photo où je suis malade dans mon lit, mais j'avais ouvert le PC pour bosser, j'avais ouvert ma chemise, on voyait 2 tétons qui se baladaient, et elle a fait 10 000 vues alors que celle d'avant en faisait 2 000, tu vois. Donc, faut arrêter de dire LinkedIn, c'est un réseau pro, on est tous pareils. Ce qu'on veut, c'est de l'effet buzz, c'est des trucs rigolos, c'est des trucs qui nous sortent un peu du quotidien qui est chiant à mourir, et c'est ce que j'essaye d'apporter. L'autre jour, je fais une soirée, j'étais invité dans un truc d'entrepreneurs, il y a plein d'entrepreneurs un peu partout, et tu as des gens qui me suivaient sur LinkedIn et qui m'ont dit merci. Parce que le matin, je me lève, je lis vos posts, mais franchement, je suis refait pour la journée. C'est bonne humeur, quoi. Authenticité, quoi. Ça veut pas dire d'ailleurs, ça veut pas dire, il faut pas confondre. C'est pas de la mise en scène, mais c'est de l'authenticité. L'authenticité, ça paye. C'est exactement ça. Et puis après, assumer de dire des choses qui peuvent te faire détester parce que l'adoration, pas du tout, mais le fait que tu aies des gens tu peux pas plaire à tout le monde. Hein. Non, et puis de toute façon, je pense qu'il faut passer par la détestation pour être adoré derrière. C'est presque, faut assumer, quoi. C'est pas évident tous les jours, mais voilà, je reçois aussi, j'ai des haters comme tout le monde, j'ai des gens qui m'insultent, écoute, je les emmerde. Quand t'as compris que les gens qui te détestent sont ceux qui font ton business derrière, t'as tout compris, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Régulièrement, je fais des commentaires sur des personnes qui justement disent ah là là, je me suis pris une volée de bois vert, une cascade de haters, etc. Moi, je réponds laisse pisser dans le violon, c'est pas grave. Non, et puis le mieux c'est de leur répondre à ces gens-là parce qu'après ils sont au quart de tour, ils répondent encore et plus il y a de commentaires, plus ça favorise ton truc LinkedIn, ton post, et plus ton post est vu par des gens qui eux adhèrent. Donc voilà, j'en ai fait mon business. Alors, des gens qui me détestent. Après, le summum, c'est quand en fait tu te fais défendre par les autres. Tu sais, alors là c'est top. C'est-à-dire que toi, tu fais plus rien, c'est les autres qui. Mais parce que des fois, moi, je le vis, tu vois, sur les réseaux sociaux. Je suis dans mon métier, je suis un personnage un peu controversé. Et en fait, ce qui est génial, c'est que t'as plein de gens, comme t'es controversé, ils osent pas te dire qu'ils aiment bien. Mais le jour où tu te fais attaquer, ces gens-là sont les premiers à te défendre. Et ça, c'est génial, c'est plaisant. Et grand merci. Voilà, grand merci à ces gens-là qui te suivent entre guillemets. Dans l'ombre et dans le secret parce que c'est pas des gens qui ont besoin de s'exposer, mais quand tu te fais attaquer, ce sont les premiers qui te défendent parce qu'ils adhèrent à ce que tu dis le reste du temps. Donc
Donc voilà, voilà, les réseaux, de toute façon, c'est un grand monde, hein, c'est un vaste sujet, les réseaux sociaux. Bien sûr, ouais. Mathieu, j'aimerais t'emmener vers l'univers du digital. Ah ah! Pourquoi? Parce que, bah, premièrement, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, même si je commence à avoir le ventre d'Obélix, d'ailleurs. Et en fait, dans tes métiers, il y a cette notion que donc, il y a de plus en plus, tu sais, le référencement, la visibilité d'un point de vue local. C'est-à-dire que si tu maîtrises pas, entre guillemets, le côté justement référencement, les outils du digital, etc., je pense que tu as quand même des difficultés à faire tourner ton business. Toi, c'est quelque chose que tu surveilles, vous êtes à la pointe de l'innovation, vous apportez des services un peu comme ça digitaux à vos franchisés. Quelle est la position de MH Déco par rapport à te tous dirais ces que aspects moi, du digital? tout à l'heure, je te parlais d'Olivier qui est mon responsable com. Le web, c'est presque son métier à temps plein aujourd'hui. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. Ouais. aujourd'hui, on est sur un métier, nous, dans l'architecture, qui est surconcurrentiel. Tu as des archis à tous les coins de rue, tu en as presque plus que des boulangers maintenant. Et donc, du coup, tu vois, moi, je vois plein de gens qui se lancent, qui viennent pas dans la franchise parce que ça a des coûts, la franchise. Et oui, mais de toute façon, moi, je vais faire un site sur Wix ou sur truc ou machin. Eh ben, grand bien te fasse. Mais ton site, il sera en 15e page Google. Tu seras jamais vu parce que des archis, il y en a plein. Et moi, j'aime à le dire, je suis pas meilleur que les autres. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai démarré en 2008 quand j'avais pas de concurrent. Donc, mon site, on l'a rehaussé. On a été assez intelligent, je pense, pour toujours faire des audits. On l'a remis en ligne, là, le nouveau, il y a 2 ans, je crois, 3 ans. Qui est simple et à la fois bourré de technologie, de géolocalisation, de trucs, de machin. Mais encore une fois, c'est un métier. Et aujourd'hui, te dire, moi, j'ai pas de site web, c'est compliqué. Enfin, ça dépend des métiers, mais dans le mien, c'est compliqué. Bah oui, parce qu'en plus, tu sais, il y a la fameuse notation, ne serait-ce que les Google étoiles, là, les étoiles et tout ça, Google Business. C'est une Je veux dire, mine d'or. quand Mais tu as besoin de quelque es... chose, c'est Google, architecte d'intérieur autour de moi, quoi. Bah, quand tu es référencé dans ce qu'on appelle le knowledge management, la fameuse Google Map, et que tu es dans les 3 premiers, mais moi j'ai des archis, c'est 10 appels par jour qui reçoivent de prospects. J'exagère pas, hein, je fais pas du mentoring à 2 balles, hein, c'est une réalité. J'en ai qui reçoivent un tous les 2 ans, mais j'en ai, c'est 10 appels par jour. Parce que tu es dans un secteur géographique où il y a du business et il y a de la demande, et en plus tu apparais dans ce 3 trucs où le mec il a juste à cliquer sur appeler pour t'avoir en ligne. Non mais c'est aujourd'hui le web, moi je m'en cache pas, sans le web je suis pas là aujourd'hui, hein, très clairement. Ouais, puis ça évolue en plus tellement, c'est sûr. Ah ouais, Tu peux pas. Aujourd'hui, tu peux pas t'en priver. Clairement, l'ensemble des secteurs d'activité et le tien. En plus, ce secteur, il est lié à l'image, à la visibilité. On est sur de la déco, donc avec des beaux visuels, avec des trucs qui sont qui sont esthétiques, etc. Donc c'est sûr que l'image, elle est vachement importante, quoi. Et puis faire attention parce que dans un métier d'image, tu vois, t'as plein d'archis qui mettent plein de belles photos, sauf que leurs photos, elles sont super lourdes sur le web, donc du coup ton site il est long à charger et donc tu perds en référencement. Enfin c'est ça. Le référencement c'est un métier en fait, tu vois. Donc nous on est passé par des agences de com, 2, 3, 4, 12. Aujourd'hui on a quelqu'un à temps plein qui s'en occupe parce qu'il s'est formé avec toutes ces agences. Mais c'est un métier à temps plein, donc c'est clair. Donc aujourd'hui je dirais, peu importe l'activité que vous faites. Aujourd'hui, se dire, moi, je vais faire un site gratuit sur telle ou telle plateforme, ça suffira. Bah non, désolé. Enfin, à part votre tante, votre mère et votre frère, personne ne verra ce site. Donc, et puis sans compter les agences qui te vendent du rêve en te disant, moi, pour 500 balles, je te fais un site qui sera premier sur Google. Faux, totalement faux. Le référencement naturel, c'est un travail de tous les jours. Comment tu peux garantir? C'est clair. C'est horrible. Enfin bon, c'est comme ça. Vous produisez du contenu, des articles, du blog et tout ça. Vous avez alors nous, si tu veux, c'est assez facile parce qu'avec le réseau de franchise, en fait, on a plein de réalisations forcément, et chaque réalisation génère un article sur le site, etc. Donc du coup, c'est aussi pour ça que notre site s'alimente. C'est que t'imagines que quand t'as 60 agences et que t'as une centaine de réalisations tous les mois, bah forcément t'as du contenu. Un effet de masse, un effet de volume qui est topissime, ouais. Ah ouais, non, c'est clair. Tu parlais tout à l'heure de la franchise normale. Il y a ce qu'on appelle un pas de porte quand tu veux entrer dans le dossier. Le droit d'entrée, t'es dans la moyenne. T'as adopté quelle stratégie? Petit, moyen, milieu, haut pas de porte. C'est quoi ton positionnement? Tu t'achètes un Porsche électrique Cayenne à chaque fois ou quoi? Non. Moi, je pense qu'on fait partie des franchises les moins chères d'Europe. Nous, notre droit d'entrée, il est à 6 000 € hors taxe. Donc, si tu veux, dans le monde. Oh putain, c'est pas cher. Non, c'est pas cher parce que, d'abord, en fait, sur le droit d'entrée, quand tu fais les choses correctement dans la franchise, et je dis bien quand tu les fais correctement, m'entendra qui voudra, tu n'as pas le droit de gagner d'argent sur les droits d'entrée.
C'est de l'argent qui doit être investi soit dans ta stratégie de communication recrutement, notamment. Ouais. Mais donc tu n'as pas le droit. Donc moi, si tu veux, aujourd'hui, mes franchises ont une formation. C'est un métier de service, donc ils ont une formation qui est somme toute intéressante et à la fois c'est pas non plus 3 mois de formation, tu vois. Ils ont des outils qu'on met à dispo, mais qui nous coûtent ça. Donc voilà, moi j'ai vraiment fait le choix d'adopter les règles de la franchise et de gagner ma vie sur ce qu'on appelle les royalties, les redevances d'exploitation, donc le pourcentage de leur chiffre. Parce que pour moi, c'est la meilleure preuve pour montrer aux franchisés que tu ne gagnes qu'à partir où ils gagnent. Et donc j'ai fait ce choix. Oui, on augmente nos droits d'entrée petit à petit parce qu'au début c'était encore même moins cher. On les augmente parce que plus on évolue, plus les franchisés qui démarrent ont du contenu, plus on a de choses à faire aussi. Mais on est toujours dans cette stratégie. On va pas demander 25 000 € de droits d'entrée. Nous, on veut pas que les droits d'entrée soient un frein, si tu veux. Soit un frein, ouais. Parce qu'on a décidé de se gaver dessus. Par contre, le dossier doit être costaud. C'est-à-dire que c'est pas genre, allez hop, tac, je réunis ici 6K, puis hop, on y va, je me lance. C'est-à-dire que là, maintenant, toi, j'imagine qu'avec le temps, tu épluches les dossiers et tu fais attention au recrutement, quoi. Ouais. C'est vrai maintenant. Au début, ça ne l'était pas parce que très clairement, quand tu démarres dans la franchise, pour attirer du monde, il faut du monde. Donc au début, tu regardes pas trop, tu recrutes et tu te trompes, évidemment. Petit à petit, tu durcis tes critères de recrutement et t'essayes aussi que ça te mette pas trop de freins parce qu'à un moment, il faut quand même que t'évolues, tu vois. Et puis, petit à petit, là, on arrive dans une phase où on durcit vraiment un ton au-dessus, là, maintenant, depuis quelques mois maintenant, parce que avec le nombre d'agences que l'on a aujourd'hui, on se doit déjà de faire attention parce que nos clients doivent avoir en face des gens compétents. Nous, on a envie d'avoir des agences qui marchent, donc on a envie d'avoir des entrepreneurs compétents. Et on n'a pas envie de nuire aussi aux franchisés qui sont là, qui eux sont imposés de voir arriver n'importe qui. Donc on est obligé de le faire et il faut le faire intelligemment et voilà. Après encore une fois, c'est de l'entrepreneuriat, il faut réfléchir correctement et faire les choses correctement, ce qui est pas évident. Bah non. T'as vu passer les nouveautés liées à l'intelligence artificielle? T'as pas des petits malins qui t'ont dit ouais, vas-y Mathieu, c'est bon, va te coucher maintenant avec l'IA, je te fais n'importe quelle déco en 2 minutes. Et encore, quand je dis 2 minutes, c'est beaucoup, en 15 secondes. Si, puis il y a des choses qui sortent. Après, je suis pas, moi sur des métiers de service où c'est l'humain qui apporte une expertise, je suis pas inquiet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, pour moi, l'IA, là, je vois effectivement, tu mets une photo, 3 secondes après, tu as une belle déco, c'est génial. Mais en vrai, tu feuillettes Pinterest, tu as le même boulot. Donc, et ça n'a jamais empêché notre métier de fonctionner. Parce que un mec qui rénove sa maison, qui fait appel à un archi, il veut un archi qui fasse les plans, qui communique avec les entreprises et qui accompagne les entreprises pendant le travail. Et ça, je pense que je serais pas impacté. Après, bien sûr, tu as des clients qui aujourd'hui ne se payent pas les services d'un archi, qui vont passer par de l'IA pour générer des belles vues. Mais dans mon métier, ça va pas très très loin de manière très opérationnelle. Alors, d'abord, je suis pas du tout inquiet. Et deuxièmement, moi, je suis plus du genre à dire, ok, s'il y a un nouveau outil qui existe qui peut mettre en péril mon métier, comment on peut se servir de cet outil pour l'intégrer dans notre service et répondre à un besoin client. Voilà, moi, t'as ceux qui, oh putain, ça existe, ça va tuer des emplois. Ouais, mais à la fois, est-ce que ça peut pas, toi, t'aider à te développer aussi? À la limite, toi, t'es plutôt partisan de regarder ce qui se passe et puis. Voilà. De toute façon, tu peux gueuler, tu empêcheras pas l'avancée des trucs. C'est inexorable. Si je dis l'IA, ça va tuer l'autre métier, c'est dégueulasse. Ok, super, mais ça, en quoi ça m'avance? Donc, il vaut mieux dire voilà, ça va exister, ça va arriver, on le sait, on en est conscient. On va s'y préparer. Peut-être que notre métier va évoluer. En tant que réseau de franchise, on sera les premiers à évoluer et à réussir l'évolution. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis pas du tout inquiet. Et s'il va y avoir une quelconque source d'inquiétude, je la transformerai en opportunité. C'est intéressant ce que tu viens de dire juste il y a une minute avant, c'est que en fait je me rends compte que ça fait 1 heure et quelques qu'on parle ensemble de l'architecture d'intérieur et de la déco, etc. Mais tu nous as pas raconté c'est quoi la mission, c'est quoi le métier. Et là tu l'as dit tout à l'heure, c'est en fait c'est pas seulement faire des plans, des refs avec comment on rénove et comment on fait la déco de chez toi, c'est qu'en fait tu pilotes et tu dialogues aussi avec les personnes qui interviennent, qui font le chantier, qui font les travaux, c'est ça? Bien sûr, en fait aujourd'hui on parle beaucoup de vues 3D, de trucs, de machin. Bien sûr que c'est ce qu'on fait, mais c'est pas ce qu'on vend. Ça, c'est des livrables. C'est, si tu veux, nous, on imagine un projet effectivement créatif et décoratif qui en même temps répondent à des contraintes techniques parce que tu fais pas ce que tu veux et qui en même temps répondent à des contraintes budgétaires d'un client. Et une fois que tu as pondu ton idée et que le client adhère avec, il faut aller maintenant le mettre en œuvre par des entreprises du bâtiment que tu vas manager sur le chantier, etc. Donc c'est un vrai service d'accompagnement, si tu veux. Donc le client qui veut juste aller sur internet voir une belle image, il pourra la voir avec ou sans décorateur. Mais c'est pas ça le rôle d'un décorateur.
Ouais, et en fait, tu te retrouves effectivement avec des clients qui en fait, quoi, essayent à chaque fois de vous dire non, non, mais en fait, l'accompagnement, j'en ai pas besoin ou c'est Ouais. intrinsèque? Ouais, non, tu l'as. Alors nous, on essaie de vendre que des prestats complètes parce que sinon ça n'a pas de sens. Mais t'as toujours des clients qui savent faire, qui ont un tonton maçon, qui ont une. Voilà. Mais comme dans tous les métiers, comme quand tu crées des sites, t'as des gens qui ont un fils en BTS communication. Enfin, tu l'as toujours. Après, c'est voilà. Ouais, Enfin, ouais. c'est pas une fin en soi. T'as toujours des clients qui auront réponse à tout. Et puis ça se trouve, ils feront même mieux que toi, ils feront bien leur face. Il y a aucun problème. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, Yes. voilà, les clients qu'on accompagne aujourd'hui, c'est des centaines tous les mois et les projets se passent bien, ils sont contents de nos prestations. Après, voilà, on reste dans un métier plus ou moins proche du bâtiment. Donc, dire que tu as 100% de satisfait, ça serait un mensonge parce que oui, tu as 2 ou 3 chantiers sur les 100 qui vont pas forcément bien se passer. Maintenant, Ouais, bah c'est pas parce que ça se passe ça mal arrive. que tu as raté ta presta. C'est-à-dire que moi, j'ai une règle de base, c'est que si tu prends le bâtiment, tu as la différence entre une entreprise qui rate un chantier, qui éteint son téléphone et qui disparaît, et celle qui rate un chantier, mais qui vient, qui lève les réserves et qui va jusqu'au bout. Et moi, je fais partie de cela. C'est qu'en tant qu'archi, je dis à mes archis, on n'est pas des robots. C'est-à-dire qu'on pourra faire une proposition qui ne plaît pas, ça peut arriver. On peut se tromper sur un plan, On ça peut se peut arriver, on planter, est ouais. des humains. Par contre, Ouais. comment on corrige? C'est ça qui est important. Et à la fin, le client sera content. On n'est pas des robots. Aujourd'hui, Mathieu, tu es sur un développement français seulement, France seulement? Tu es réfléchi à d'autres choses? Quelle est l'étape ou ton plan stratégique, s'il n'est pas secret, hein? Non, non, il est pas, Euh, enfin, il est pas secret parce que j'ai commencé à en parler sur le réseau. Non, le plan, il est de commencer à se développer à l'international. Et en D'accord. même temps, je te disais, ça fait 1 an que j'en parle et on n'a toujours pas bougé. Alors, on n'a pas bougé Oui, mais fonctionnellement parlant. Après, ça parce commence que à bon, mûrir. c'est pas non plus ouvrir l'épicerie au coin de la rue, hein. Non, mais en fait, si tu veux, le problème d'un réseau de franchise, en tout cas tel que le mien, ce qui est compliqué, c'est que quand tu vas à l'international, il faut que tu te renseignes sur comment marche le métier d'architecte d'intérieur, parce que c'est peut-être pas les mêmes assurants, hein. Et puis après, comment marche aussi le métier de l'entrepreneuriat. C'est Et puis ça. après, comment marche la franchise aussi là-bas. Et donc, du coup, c'est un Ouais. travail qui est monstrueux. Ça fait 3 étages, hein. Ça fait 3 couches de Exactement. savoir. Ouais, ouais. Donc voilà, je suis dessus. Ça fait 2, 3 fois que là, je vais en Italie parce que je pense que c'est les premières agences qu'on ouvrira Ouais, seront dans ce pays-là. les pays les plus proches, on va dire, Ouais, les peut-être. plus proches et puis ceux où le métier se rapproche le plus de celui français parce que si tu vas dans un pays où l'architecte n'a pas du tout la même façon de traiter, donc voilà, on essaye de bon l'Italie, je pense que ça va voilà, on n'est pas très loin de franchir un cap. Après voilà, c'est comme tout. Moi, j'ai une structure qui s'autofinance, je lève pas de fonds, je refuse de Oui, faire tu es de en crédit bootstrap pour là. financer le développement. Donc voilà, j'oublie pas qu'on a 60 franchisés qu'il faut faire marcher. Donc voilà, il faut prendre le temps de le faire correctement, se structurer petit à petit, mais avant la fin de l'année, il y aura des choses. C'est un peu ce que tu as au fond des tripes. T'es pas du tout dans un truc du style, allez hop, maintenant j'ai envie de passer à autre chose, je veux revendre, etc. Toi, non, pour Non, l'instant, alors le truc a commencé il y a 15 ans, tu le pousses et tu l'emmènes ouais, entre guillemets. je te cache Voilà. pas que je suis entrepreneur, donc oui, ce truc de revendre et tout, mais MH Déco, je pense jamais de la vie. Enfin, on peut changer d'avis, hein, mais je pense pas. Je pense qu'il y a une histoire d'amour qui s'est créée entre cette boîte et moi, parce qu'on l'a vécu, on a été au fond du trou ensemble. Puis tu viens de loin, c'est ce que j'allais dire, tu viens de loin, Voilà, quoi. on est tombés ensemble, on est voilà, donc aujourd'hui c'est trop compliqué et puis j'ai trop d'affect avec les personnes de MH Déco, que ce soit les salariés, que ce soit les franchisés. Je me suis trop investi dans ce métier pour lâcher. Demain, là, j'ai 1 ou 2 autres boîtes à côté. Là, oui, si demain faut vendre, j'ai moins de problèmes. C'est purement financier, je dirais. Et là, il y Mhm. a de l'investissement. C'est mes tripes qui sont sur la table. Là, c'est pas de l'argent. Yes. T'as diversifié comme ça à côté, t'as fait d'autres petits trucs, des petites Ouais, side projects. moi j'ai une boîte d'événementiel où j'organise un salon de l'habitat local là où je suis. Là, on est en D'accord? train de monter un grand événement qui va s'appeler l'Archi Weekend, alors qui est dédié aux décorateurs et aux archis d'intérieur, mais qui est géré par ma boîte événementielle. Genre Euh, un carton d'un week-end d'architecture, ouais, d'architecture voilà, de... c'est ça. Ça s'appelle l'Archi Weekend, tu iras voir, tu verras. Non, mais Ah, c'est voilà, sympa. j'essaie d'avoir. Bon, après, je reste de près ou de loin dans l'habitat parce que je pense que ce que je sais faire le mieux, c'est ce que je maîtrise aujourd'hui et puis que l'un dans l'autre, tout ce que je fais sur des activités annexes peut toucher MH Déco, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, non, sincèrement, vendre MH Déco, faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de zéros pour que je puisse accepter parce que je suis pas Ouais. prêt. Comme je te dis, il y a trop de tripes sur la table là-dedans. Non, je te disais ça, je te posais ces questions-là parce que c'est vrai que on voit, enfin, tu nous as raconté le parcours
chaotique, complexe, hein, dur de l'entrepreneur avec des hauts et des bas. Et c'est vrai que de temps en temps, on pourrait se dire, tu vois, tu as envie de récupérer un peu une cartouche, quoi. C'est-à-dire que quand tu as été comme ça pendant longtemps, tu vois, dans la difficulté, tout ça, tu te dis, bon, allez, je vais peut-être ouvrir un peu le capital, faire rentrer un investisseur, etc., histoire de prendre, prendre un petit quelque chose, me mettre bien, voilà. Moi, je te dirais que j'y ai pensé de la mauvaise façon quand j'étais au fond du trou. Parce que je sais, putain, si je fais rentrer un mec au capital qui apporte de l'argent, ça me sauve, alors qu'en fait, c'est pas du tout la volonté. Donc, heureusement que j'ai pas sombré, que j'ai pas pris cette mauvaise décision. Cette décision. Aujourd'hui, non. Et puis, c'est un réseau de franchise, donc je me dis que de toute façon, soit je pourrais revendre en partant en retraite, ok, pourquoi pas, ou je pourrais mettre un de mes fils à la tête, ou peut-être qu'un franchisé sera intéressé pour acheter la structure, ou plusieurs. Enfin, voilà, j'ai pas ce problème de, voilà, aujourd'hui, je gagne ma vie avec, très très correctement, on va pas pour l'instant ça t'anime, quoi, c'est encore un projet qui t'anime, tu as envie de déployer, tu as envie de grossir encore, tu nous parles de l'international, l'Europe et tout ça. De ouf parce que le métier lui-même d'archi-d'intérieur, il est pas encore réglementé, c'est un grand n'importe quoi, et je pense que j'ai sincèrement un rôle à jouer dedans. Tu t'impliques d'ailleurs là-dedans, dans les instances ou dans les... Mais clairement, j'ai été formateur dans des écoles d'archi aussi sur la partie business. J'ai eu une réunion il y a pas très longtemps, une visio avec un groupement qui essaye de faire réglementer l'architecture d'intérieur. Enfin, moi, ça m'horripile de voir des groupements et des syndicats et de je sais pas quoi qui représentent le métier. Ça fait 30 ans qu'ils ont pas bougé d'un iota, quoi. Et moi, en 10 ans, j'ai bougé 4 fois plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un rôle à jouer grâce à MH Déco donc je vais le faire. Mais oui, pour répondre à cette question, non, vendre, aujourd'hui, c'est impossible. Je me répète, mais il y a toutes mes tripes dans cette boîte, c'est impossible. C'est impossible. Ça vaut pas d'argent, ça. Ça vaut pas d'argent. Ouais, non, je suis d'accord. À un moment donné, aujourd'hui, t'as tellement de gens qui galèrent dans la vie parce qu'ils gagnent pas leur vie, ils ont un boulot de merde qui leur plaît pas. Moi aujourd'hui, j'ai hâte de me réveiller le matin pour aller bosser. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça a pas de prix. Souvent rigolant, tu sais, on dit, tu travailleras pas un jour de ta vie si jamais tu fais quelque chose qui te passionne. Non, mais moi, j'ai jamais, mais à ce stade-là, j'ai jamais travaillé de ma vie, très clairement. Mais c'est un vrai confort. C'est un vrai confort de kiffer de ouf ce que tu fais. Enfin, non, c'est clair. Hein, et voilà. Et malgré que ça soit dur, parce que les périodes difficiles où t'as des agences qui ont du mal, qui fonctionnent pas, où t'as des conflits, des trucs, quand tu aimes ce que tu fais, tu le vis pas de la même façon. Tu le prends encore plus à cœur et c'est encore plus dur, mais tu t'en relèves aussi plus vite parce que c'est fort, quoi. Mathieu, on est maintenant 1h25 on va peut-être aller prendre l'apéro là. Voilà, c'est ça va être l'heure. 15 ans plus tard, tu fais plus d'erreurs de TVA, enfin j'espère. Ça va. C'est le moment de te demander justement quelles sont tes sources d'apprentissage, qu'est-ce qui est-ce que tu écoutes des podcasts, tu lis des livres sur le business, comment tu apprends, comment tu évolues toi-même? Puisque tu as appris pas mal de choses sur le tas. Alors, ta question, elle est horrible parce que je vais passer pour un gros prétentieux de ouf. Mais en même temps, c'est vrai. Les rares podcasts, livres ou émissions que j'ai pu regarder, en 3 minutes, en 3 pages, en 3 minutes, j'ai l'impression d'avoir compris toute l'émission et de me dire, en fait, ça m'apprend rien. Parce que j'ai un côté, oh putain, c'est prétentieux de ouf ce que je vais dire, mais je pense que j'ai un côté un peu inné dans cette stratégie. Alors attention, je suis pas Steve Jobs, attention, je parle bien à mon échelle, mais j'ai un côté où dès que j'écoute des trucs, j'ai l'impression de m'emmerder très vite parce que ça y est, j'ai compris. Le mec, il va mettre 200 pages à me raconter un truc que j'ai compris dans la préface, et en fait, j'apprends énormément de moi-même et de mes erreurs. En faisant les choses, voilà, quoi. J'apprends vraiment sur le tas. Oui, t'as des grandes théories, tiens, faut faire ça, mais en même toutes les grandes théories que j'ai entendues, j'ai jamais aimé les mettre en application. Et ouais, vraiment, j'apprends de moi. Au bureau, ils le savent, combien de fois par jour je leur dis, putain les gars, j'ai une idée, je suis un génie. Et ça les fait rire maintenant. Ça les fait rire. Mais je pense profondément que j'ai des idées de génie. Mais j'apprends, voilà, j'apprends de moi-même, j'apprends à me canaliser, j'apprends à mettre en place des trucs, j'apprends à me structurer. Ouais, non, ma plus grosse source d'apprentissage, c'est moi, en fait. Ça veut pas dire que je connais tout, que je m'apprends. Ça veut dire que je fais et j'apprends de ce qui s'est passé de cette expérience. Oui, après, tu vois, il y a des secteurs ou des activités sur lesquelles on est positionné qui sont pas, tu vois, soumises aux mêmes formes d'apprentissage. Puis... Moi, je suis beaucoup dans le digital, tu vois, depuis des années. Donc, évidemment, moi, je dévore ce qui se raconte dans l'univers des startups, les livres sur le business, parce que il y a une espèce d'appétence pour ça. Mais, oui, c'est ça. Non, voilà. Mais après, attention, je vais faire mon gros con, mais dans le business dans lequel je suis, en face de moi, j'ai des décorateurs et des archis d'intérieur.
ils ont pas inventé l'eau chaude en matière de business, hein. Mais c'est pas péjoratif. Ce que je dis, c'est que moi, j'ai pas inventé l'eau chaude en matière d'archi. C'est-à-dire que chacun ses compétences. Moi, j'ai la chance d'être dans un métier où j'ai pas d'entrepreneur en face. Donc, c'est tellement simple. Enfin, tellement simple. Voilà, encore une fois, si c'était simple, j'aurais 800 agences et je serais dans le monde entier. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher, voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher dans les grandes théories d'entrepreneuriat pour concurrencer des mecs qui ont 2000 salariés dans le monde. Enfin, voilà, moi, je pense que je reste un très bon entrepreneur dans ma catégorie de société, dans ce marché-là. Demain, tu me mets sur un autre marché, je suis certainement à la rue, tu vois. Okay. Mais voilà, j'apprends de moi-même, j'apprends de ce que je vois aussi. J'apprends beaucoup des erreurs des autres. Je vois des gens se gaufrer et ça m'amuse parce que je me dis en fait, ça m'amuse, pas pour eux, mais ça m'amuse dans le sens où je me dis c'est marrant parce que c'était logique qu'ils se plantent, quoi. Enfin, moi, j'aurais fait autrement. Et voilà, j'apprends tout ce que je vois, mais. En même temps, t'as pas nécessairement le temps. Est-ce que t'as le temps? Même si tu voulais, est-ce que t'aurais le temps de te poser, de lire, de bidule, tu vois? Moi, si je prends mon exemple personnel, tu vois, moi, j'ai arrêté de lire, je peux plus lire. Moi, maintenant, je fais de l'écoute. Je fais de l'écoute de livres. Non, mais parce que je peux pas me poser pour lire un livre. Non. Non, mais moi, je lis pas. Après, le temps, c'est un grand débat. Je pense que je le prends pas non plus, mais je suis un hyperactif. Voilà, enfin, je fais des choses tout le temps. Tu vois, là, je suis au bureau. À 17h, je m'en vais rapidement parce que j'ai un match de tennis, parce que je fais du tennis. Voilà. Pour moi, c'est compliqué. Ça, c'est bien. Non, mais j'ai tout le temps une activité, si tu veux, beaucoup professionnelle. Et puis, à la fois, je fais aussi du théâtre, je fais plein de trucs. Enfin, et donc, du coup, je prends pas le temps de me poser. Et moi, à partir du moment où je suis posé à écouter un truc, à essayer d'apprendre, j'ai l'impression que je me fais profondément chier. Ouais. Tu vois, même là, prendre 1h30 pour un podcast, c'est génial parce que je suis l'animateur, parce que c'est moi qui parle. Merci d'ailleurs. Merci de prendre ce temps pour moi. Non, mais c'est génial parce que ça me permet effectivement de m'exprimer, de transmettre. Si ça avait été pour l'inverse, d'interviewer quelqu'un pendant 1 heure, j'ai pas le temps et ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai besoin d'avancer tout le temps. Et c'est horrible, hein, parce que, tu sais, je disais un truc, ça fait 2 ans de ça maintenant, mais je racontais un truc au bureau l'autre jour où en fait, je m'étais rendu compte il y a 2 ans que je me foutais royalement des gens. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait que moi qui m'intéressait. C'est horrible, hein, ce que je dis. Attention. Un peu égocentrique, un peu égoïste. Mais complet. Mais sans le savoir. J'avais pas, maintenant, je suis devenu un vrai égocentrique, je l'assume. Avant, je le savais pas. C'est-à-dire que, en fait, tu sais, tu allais dans la rue, enfin, ou dans des apéros business, là, tu serrais la main à quelqu'un, le mec, il te demandait ce que tu faisais, tu parlais 20 minutes, et toi, tu lui posais la question par politesse, au bout de 5 minutes, tu te faisais chier, t'avais envie de t'en aller. Et en fait, un jour, je me suis forcé en disant, Mathieu, intéresse-toi aux gens, en fait. Parce que les gens, c'est des mines d'or en termes d'expérience. Et maintenant, ça va mieux. Je m'intéresse aux gens. Bon, franchement, regarde, ce que tu dis là, moi, je trouve pas ça grave du tout, parce que quand t'es là, t'es quand même dans une générosité. Et tu vois, voilà. Donc ça, voilà. Oui, moi, là, on discute, on est dans cette conversation depuis un petit moment. Franchement, voilà, c'est quand même agréable. Tu t'impliques, tu donnes, t'as quand même une nature généreuse. Maintenant, ce que tu racontes là, je vais me taire parce que moi, je suis un peu comme ça aussi. Non, mais je suis pas hypocrite. Moi, j'ai pas dit oui, moi les gens m'inspirent. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas de mentor, j'ai pas de gens qui m'inspirent. Écoute, je suis ma propre source d'inspiration. C'est un but, mais c'est comme ça. Tu déroules, t'exécutes. Bon, allez, voilà. La question de la fin. Allez, chèque en blanc. T'as aucun problème d'argent. Qui tu rachètes comme société, ou quelle société t'aurais voulu créer si c'était pas ta propre société? Ah putain, elle est compliquée cette question, et je vais te dire pourquoi avec une anecdote. Ma femme, l'autre jour, a joué à l'euro-million et je lui ai dit franchement… On a gagné ? Non, malheureusement. Non, mais en plus, c'est horrible parce que je lui ai dit franchement, j'espère qu'on gagnera jamais à l'euro-million parce que j'aurai un sentiment d'échec énorme. C'est que moi, je préfère être millionnaire par moi-même que milliardaire par le loto, et j'aurais vraiment, je serais perdu dans la vie. Enfin, moi, mon moteur, c'est l'entrepreneuriat, réussir à grappiller des sous, machin. C'est frustrant parce que donc cette question, elle est vraiment dure. Elle est vraiment, vraiment dure. Mais franchement, si j'avais de l'argent illimité, je pense que je ferais comme Elon Musk. Je rachèterais des boîtes comme Twitter, machin, pour m'amuser et faire grossir mon ego. Enfin, vraiment pour m'amuser, tu vois, dans des trucs importants. Tu vois, là, par exemple, je vois Elon Musk qui dit, bah, tiens, il faut faire une pause sur l'IA. Et finalement, 3 semaines après, on apprend qu'il monte une boîte dans l'IA. Non, mais en fait, le gars, tu vois, je pense que je serais Elon Musk si j'avais de l'argent illimité. Mais j'ai pas de boîte aujourd'hui qui me fait rêver à proprement dit, voilà. Non, franchement, si j'avais de l'argent illimité, je vais être très honnête,
je le mettrais dans cette boîte MH Déco et là j'irais partout dans le monde et je serais le roi du monde de l'architecture d'Inter et mes franchisés se régaleraient. Mais ouais, moi c'est. T'aurais plus de moyens pour mettre sur pied encore plus vite, plus fort le rêve que tu es en train de dérouler. Encore plus vite et je pense que même comme ça serait un piège. Ça serait un piège d'aller trop vite dans cette boîte, mais ouais. Enfin, en tout cas, c'est sûr que je pense que ma priorité, ça serait de remettre des billes. Oui, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut des moyens quand tu veux te déployer à un niveau international. À un moment donné, il faut des moyens. Aujourd'hui, moi, un mec, il arrive avec 3 millions sur la table, il monte un réseau de franchise concurrent en 3 ans, il est à mon niveau. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, donc oui, t'as une part d'argent. Après, moi, je l'ai fait sans, ça a mis du temps. Ça met plus de temps sans. Maintenant, si j'en avais un peu, j'ai des projets pour cette boîte que je mettrais en œuvre que je peux pas faire aujourd'hui. Donc, mais ouais, je pense que clairement, ça serait ça. Mathieu, écoute, super tranche d'histoire et c'est un peu autobiographique là, hein, tu vois, c'est interview. Elle va rester là. Elle va rester. Écoute, merci de nous avoir consacré ce temps-là. On voit bien que on est dans de la pugnacité, dans de l'abnégation. T'as fait des montagnes russes, du roller coaster avec des difficultés. Donc voilà, quand c'est comme ça, il faut s'accrocher. Il faut tenir. Il faut aller demander des moratoires. Hein. Faut pas payer. Voilà. Faut pas payer. Et puis, écoute, merci. Je te souhaite bonne continuation, longue vie à MH Déco. Et puis, écoute, tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte. Tu viendras nous raconter déjà, on va voir si les gens tiennent 1h30 à écouter Mathieu Agel parler. Bien sûr. Si ça tient 1h30, beau gosse. Franchement, les mecs, chapeau. Ceux qui sont là à 1h33 de podcast. Franchement, c'est pas le pire, hein. C'est pas le pire que j'ai fait. J'ai fait 2h et quelques, 2h30. Oh, mais de le faire, c'est rien. Après, il faut que les gens suivent, quoi. Si les gens écoutent, tu l'enverras à tout ton réseau. Ah bah oui, c'est sûr. Après, il vous dira encore Mathieu. Non, c'est gentil comme tout. En tout cas, merci beaucoup. Mathieu, je pense que c'est constructif et tant mieux. Et puis, je te dis à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux. Merci beaucoup. À bientôt. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.